Bonsoir à tous. Est-ce que mon micro marche? Oui, il marche, absolument. C'est une très bonne idée d'être venu ce soir pour ce deuxième barcamp. Là, vous le voyez, HEC Alumni Google. C'est une bonne idée parce que si c'est aussi sympa que l'an dernier, ça risque d'être bien. C'est très concret. Il y a vraiment beaucoup de place pour vous. Du reste, il reste plein de place pour vous de ce côté-là de la salle. Hein. N'hésitez pas à vous approcher, mais je vois que la salle se remplit. Mais il y a beaucoup de place pour vous, surtout pour poser vos questions, pour interpeller après, pendant le barcamp, les intervenants qui sont avec nous ce soir et qui sont vraiment des gens passionnants, qui illustrent tous, vous le verrez, ce thème qu'on a retenu, Tech for a Better World. Mais c'est pas mon boulot d'en parler, c'est mon boulot de parler de temps en temps à la radio. Ça, c'est mes lunettes, c'est pas grave. Non, bouge pas. Mais ce soir, Laurent, Didier, c'est ton boulot de nous raconter un petit peu ce qu'on fait ici. Donc Laurent, vous êtes le président du pôle HEC, Entreprendre HEC, dans le bon sens. C'est quoi votre ambition finalement? Qu'est-ce qui vous a motivé dans l'organisation de ce deuxième barcamp? On va faire très simple, hein. C'est changer le monde tout simplement. Changer le monde tout simplement. Alors, parce que le premier barcamp nous a montré qu'il y avait un engouement de nos jeunes pour l'entrepreneuriat qui est extraordinaire. Je vais même vous donner un chiffre, 15%. 15%, c'est le pourcentage de jeunes HEC qui, dans les 3 années suivant leur sortie de l'école, tentent une entreprise ou une aventure entrepreneuriale. C'est pas mal, hein. Ça a fait du monde. Et puis, on a pu vérifier, on a pu voir tout au long de l'année, finalement, que de quelque manière qu'il soit, cette énergie était souvent orientée de manière extrêmement positive vers des choses qui allaient construire leur avenir. Alors, qui vous nous avez réunis là? Parlez-nous un petit peu de la brochette de stars, un peu de l'entreprise quand même, l'entreprise innovante qu'on va avoir sur l'estrade dans quelques minutes. Alors, il y a des HEC, bien sûr, mais il y a des ingénieurs. Il y a des ingénieurs, c'est sur une idée de Martin qui nous accueille aujourd'hui, et c'est une idée brillante. Et c'est Google. Martin Gorner de Google. Voilà. C'est une idée qui est brillante, et comme toutes les idées brillantes, elles paraissent évidentes maintenant. Donc pour ça, on le remercie beaucoup. C'est un événement qui est finalement un événement unique, qui est tourné vers les jeunes, c'est-à-dire vers vous, qui est organisé, et vers l'avenir, qui est organisé par des anciens, c'est vrai, mais c'est pour les jeunes ingénieurs et les jeunes épiciers que un certain nombre de nous sont. Et puis ça mêle donc ces formations, ingénieurs et commerciales, 50-50 dans la salle et jusque sur le plateau. On va voir ça. Qu'est-ce que le thème ce soir? C'est donc Tech for a Better World. Alors on a tous compris ce que ça pouvait bien vouloir dire en français. Maintenant, qu'est-ce que vous aviez en tête en choisissant ce thème? Tech for a Better World, c'est un thème qui est intéressant. D'abord, c'est maîtriser, ça veut dire maîtriser la convergence entre la technologie et les startups. Maîtriser la convergence de cette manière-là, c'est comment maîtriser la technologie au service de l'homme. C'est un truc qui est assez important, et parfois avec des manières très très simples. On va voir que Caddy, elle détourne les réseaux, et elle détourne finalement la technologie pour en faire quelque chose de formidable. Et en préparant d'ailleurs ce barcamp, on a découvert qu'il y avait des initiatives comme ça sur le plateau qui réunissent un certain nombre de personnes. Alors, il y a deux jeunes qui s'appellent Julien Capra et Clément Gay. Clément Gay qui a 2 associés polytechniciens d'ailleurs. Julien Capra est là, je crois. S'ils sont là, ils signalent. Ils sont là, voilà, et qui font une sorte de silicone saclé sur le plateau, et pour rapprocher les écosystèmes entrepreneuriaux d'ingénieurs et d'épiciers, et donc de commerciaux. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Laurent, qu'est-ce que vous en attendez de cette soirée-là, au fond? Qu'est-ce que vous seriez heureux s'il se passait quoi? Moi, on sera heureux s'il y a une formidable énergie qui se dégage de ça, si toutes les personnes qui sont venues là, soit déjà entrepreneurs, soit avec des envies entrepreneuriales, sortent d'ici en se disant « oui, on veut y aller et on a envie de continuer », pour ceux qui sont déjà dans l'aventure. Ça serait ça le vrai bénéfice de l'ensemble. Merci beaucoup, Laurent Didier, donc président du pôle Entreprendre HEC. On va passer à la table ronde, et je vais vous demander... à mesure que je vous appelle, de venir me rejoindre sur l'estrade. Et on va commencer par le nom le plus difficile à prononcer de la soirée. C'est Kadi Diatou Diop Nakoulima. Ça va être Kadi pendant toute la soirée. Montez, bonsoir. Et vous méritez en effet... Bonsoir.
Asseyez-vous. Caddy, ça va donc être Caddy. Vous méritez en effet nos applaudissements, vos applaudissements, parce que alors, vous êtes ingénieur des mines Paris-Tech, promo 2006, mais surtout, vous avez quand même fait le voyage depuis Dakar pour venir nous rejoindre ce soir, pour venir nous parler, spécialement. Ça vous mérite d'être souligné. Merci beaucoup. Ce qui est important de dire, c'est que votre père est pédiatre. Vous avez grandi dans une famille de médecins, dans le milieu médical, et vraiment, ça a influencé votre projet de vie. Votre bébé, il s'appelle Nest for All. Et justement, il prend soin des bébés, ce projet, et de leur maman. Ça se passe donc au Sénégal. Vous êtes venu ici. Merci beaucoup. J'appelle maintenant Quentin Martin-Laval, de la société qui a fondé, donc l'un des 3 fondateurs de la société ECHY, E-C-H-Y, diplômé de Polytechnique et de l'école des ponts de Paris-Tech. Vous êtes venu d'où, vous ? De Champs-sur-Marne. Bravo. Associé avec une ESCP et une autre X. Alors c'est ici la seule start-up industrielle. C'est plutôt rare une start-up industrielle. Hein. Vous avez des grandes ambitions. Vous voulez devenir le Apple du bien-être dans le bâtiment. Pas moi qui l'ai inventé. Hein. Créer un mythe et laisser une trace. Et vous avez une baseline. Votre baseline, c'est connectez-vous au soleil. C'est assez chouette. Vous allez nous expliquer tout ça. Bertrand Altmaier. Vous êtes l'un des fondateurs de la société... Bonsoir, vous êtes l'un des fondateurs de la société Marcel. Vous êtes un HEC. Vous êtes sur un marché à la fois concurrentiel et miné. C'est vraiment un terrain à polémique. Vous comprendrez pourquoi dans quelques minutes. Vous voulez inventer, ou vous avez inventé le taxi-brousse urbain. Vous avez fait bosser 7 développeurs pendant 1 an et demi pour... on va peut-être rectifier un peu. Si, c'est ça, hein, les chiffres sont bons. Hein. 7 développeurs pendant 1 an et demi pour quand même pondre votre système à vous. C'est une technologie propre. C'est un énorme investissement en temps, en capital. Et puis chez vous, vous me disiez, tout le monde se met à coder. Ça, c'est vraiment intéressant. Et tout le monde se met à coder. Ça fait complètement écho à ce qu'on disait pour ceux qui étaient là l'an dernier au cours de cette conférence. Alexis Krisev, venez nous rejoindre de Pure Projet. Pure Projet, alors vous aussi vous êtes un HEC et vous avez fait, là je fais un peu de teasing, une trouvaille extraordinaire. C'est le truc qui va révolutionner le monde, hein, la planète. Hein. Il y a toutes les réponses à toutes les questions dans ce que vous mettez en avant. Je vous laisse réfléchir à ça, hein, messieurs, dames. Hein. C'est l'objet du futur. C'est l'objet du futur. Ismaël Lemouel. Hello Asso, polytechnicien et HEC. Vous êtes quelque part entre Wikipédia et KissKissBankBank. On va voir pourquoi. Vous avez été reçu par le président de la République. Vos clients sont 1,3 million en France. Pas mal, non ? Et ils génèrent 70 milliards de chiffre d'affaires, d'euros de chiffre d'affaires. Vos clients. On va voir qui c'est. Et puis vous payez, c'est bizarre, vous payez au pourboire. Tout ça est bien étrange. Alors je vais vous demander à tous, mais vous connaissez l'exercice puisque vous êtes passés dans les bonnes écoles, de pitcher un peu. Allez, vous avez chacun 2 minutes, peut-être un peu plus, pour présenter votre projet. Caddy. Bonsoir. Moi j'ai créé Nest for All il y a 5 ans et Nest for All c'est un réseau de cliniques privées. J'en ai oublié un, pardonnez-moi. Et ma fiche, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais Yolène, fallait me dire. Yolène de Cacré. Mais mon Dieu, mais pardon, je suis désolé. Yolène de Cacré. Mais oui, c'est... Mettez-vous plutôt là, tiens, Yolène, s'il vous plaît. Je vais me mettre là. Qu'est-ce que je peux faire pour m'excuser? Vous présentez vraiment de façon la plus sympa possible. Votre société s'appelle... Enfin, votre projet s'appelle BLC. BLC, on a vraiment hâte que ça soit une vraie société. Vous êtes Normal Sup Cachan et HEC, version développement durable. BLC, c'est l'histoire d'une jeune fille qui n'écoute pas en cours et qui finit avec 4 de ses copains en train de parler à Bill Clinton et Mohamed Younous et qui les séduit, voilà, qui vous leur avez tapé dans l'œil. Ça va, je me rattrape, non? C'est vraiment important. On va parler de la composition de l'équipe. Je crois que vous aurez des choses à nous dire là-dessus. Mais bon, on peut dire que ce qui les a séduits, Clinton et Younous, c'est que vous dressez en quelque sorte, alors avec d'autres, mais vous dressez les abeilles à nous dire si on est en bonne santé ou pas. Voilà, c'est rapide et c'est pas cher. C'est chouette. Alors, qu'a dit maintenant? À vous de pitcher. Bon, j'ai la chance de recommencer, donc...
sais pas si c'est... Donc je disais que Nest for All, c'est un réseau de cliniques privées dédiées à la femme et à l'enfant au Sénégal, donc à Dakar. Donc nous proposons en fait des services de gynécologie, de suivi de grossesse pour les femmes enceintes. Nous les prenons en charge depuis le début de la grossesse jusqu'à l'accouchement. On prend en charge également l'accouchement et la césarienne en cas de besoin. Et puis on propose aussi le suivi de l'enfant de la naissance jusqu'à l'adolescence. Donc nous nous adressons à des femmes qui ont besoin, qui sont en recherche d'une qualité de service médical, d'une qualité d'accueil également, à un coût raisonnable, parce que souvent en Afrique de l'Ouest, dans les capitales, l'offre est assez binaire. On a des hôpitaux publics, des centres de santé qui sont à un tarif plutôt abordable, même si c'est payant, et qui doivent absorber 80% de la population. Et à côté, on a des cliniques privées qui sont excessivement chères. Donc nous, notre offre, elle commence à un tarif intermédiaire, et puis elle va jusqu'à un tarif pour des femmes plus aisées qui cherchent un meilleur confort. Merci beaucoup, Kadi. Alors moi, je vous signale que là, il y a des écrans qui vont reprendre les tweets que vous pourriez éventuellement, dans le cadre de ce live tweet, poster. Des questions, des remarques. Moi, j'y prêterai attention. Je vais essayer de garder un œil. Et allez-y. Donc le hashtag, rappelez-moi le hashtag, c'est HEC en majuscule Barcamp. HEC Barcamp. Donc allez-y, on prendra vos questions. Évidemment, on aura un temps tout à l'heure pour prendre vos questions au micro. Yolène, évidemment, bien sûr, prenez le micro. Et prenez 3 minutes, si vous voulez. Allez-y. Alors, donc, Be Healthy, c'est un projet... Approchez le micro un peu de votre bouche. Oui, c'est un projet donc, avec 5 étudiants en HEC, tous en master en développement durable. Et c'est le projet qui répond à une question que nous avait lancée le président Clinton l'année dernière pendant un challenge étudiant. La question, c'était comment est-ce qu'on peut accéder... que les personnes puissent accéder aux soins dans les bidonvilles, plus particulièrement pour tout ce qui est les maladies chroniques non transmissibles. Donc, c'était un gros challenge qu'on a essayé de relever. Et donc nous, on a proposé une solution qui était en fait le dressage d'abeilles pour détecter dans la laine des gens certaines pathologies. Donc on dresse des abeilles avec des réflexes à la Pavlov pour que les abeilles ensuite nous disent si une personne a ou non une pathologie. C'était même pas 3 minutes, ça. Vous auriez pu en profiter, hein. Bravo. Alors, et qui maintenant? Quentin? Vous faites venir le soleil partout, vous. Alors, du coup, nous, on vient dresser le soleil, si on peut dire ça comme ça. Vous l'avez entendu, on est une start-up industrielle. Donc ça veut dire qu'on a un produit, on a quelque chose de concret, qu'on vient placer en toiture des bâtiments. Et ce concret, c'est un panneau de collecte de la lumière du soleil qui est composé de lentilles de Fresnel. Quasiment tout le monde a étudié ça, alors peut-être juste une moitié en fait, en classe de prépa. De lentilles de Fresnel et de fibre optique. Donc pour l'autre moitié, ce sont des loupes et des tuyaux de lumière. Et donc, je crois que j'ai été compris, hein. Et donc ce panneau vient récupérer la lumière du soleil et la transporte jusqu'à l'intérieur du bâtiment pour éclairer les pièces qui n'ont pas assez de lumière du jour. Et ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient apporter 2 choses essentielles pour l'homme, parce qu'on parle de technologie au service de l'homme. La première, c'est le confort visuel qui est associé à la lumière du jour, parce que vous avez une lumière qui est celle sur laquelle l'œil humain s'est construit, si on croit en Darwin. Et puis le second point, c'est que ça crée une véritable connexion avec l'extérieur, et c'est extrêmement important d'avoir cette connexion avec le soleil, de savoir quel temps il fait. Est-ce qu'en ce moment, certains d'entre vous sont descendus alors qu'il faisait encore jour, et maintenant il fait complètement nuit, et on n'en a absolument pas de notion. Là on est dans typiquement le genre d'espace qu'on a vocation à éclairer, où on va être capable en journée... Monsieur Google, il entend là. On a des puits de lumière. Enfin bon, on pourrait faire mieux quand même avec la solution. On pourrait clairement faire mieux. Oui, c'est bon. Ou encore un mot. Encore un mot. Vas-y. Encore un mot? Non, mais on va poser des questions ensuite. Ouais. Alors Bertrand Altmaier, Marcel, c'est gonflé quand même ce que vous faites, parce que on en parle pas mal du véhicule du VTC, comme on dit, hein, du véhicule de véhicule de tourisme avec chauffeur. Tourisme avec chauffeur, c'est ça. Alors effectivement, moi j'ai développé avec 2 associés Marcel, qui est un service qui est un produit aussi. Notre vision est technologique, et effectivement c'est là où on est dans la lignée du thème de ce soir.
Notre vision, c'est qu'en anticipant la demande, on peut réduire les frais, éviter le gâchis. Et donc on applique des théories de revenu management, de yield management, pour optimiser l'emploi du temps de nos chauffeurs. L'idée, c'est d'éviter ce que les taxis parisiens font aujourd'hui, ou certains des investissements de Google aussi, de passer du temps dans la rue sans avoir de clients. Et donc on adapte les prix en fonction des zones de demande et des heures creuses et des heures basses. Et donc notre savoir-faire, comme je disais, est technologique, et on apporte ce savoir-faire au secteur des chauffeurs, mais notre ambition, c'est aussi de l'apporter dans tout le transport à la demande urbain en France comme dans le reste du monde. Pourquoi Marcel, du reste? Chauffe Marcel. Excellent, merci. Et pourquoi Eki? C'est moins bien. Éclairage hybride. Comment? Éclairage hybride. Éclairage hybride. Bon, ok, on le sait maintenant. Alexis Krisev, qu'est-ce que ça raconte, votre histoire, pur projet? Bonjour à tous. C'est un pur projet. Oui, comme Philippe l'a dit, on a eu la chance de mettre la main sur une innovation absolument géniale et révolutionnaire, dont on ne finit pas tous les jours de découvrir les valeurs ajoutées nouvelles, et on est fasciné chaque jour un peu plus. C'est une innovation qui permet à la fois de réguler le climat, réguler le cycle de l'eau, augmenter naturellement les rendements agricoles, contribuer à la souveraineté alimentaire des populations du Sud, à l'émancipation des femmes, à la préservation de cultures anciennes, ramener des auxiliaires de culture. C'est un truc absolument révolutionnaire. On n'a pas eu trop de R&D au départ, mais on en a de plus en plus. Et cette innovation, je ne vais pas vous faire languir plus longtemps, c'est tout simplement un arbre. En fait, notre activité, ça consiste à promouvoir et développer des programmes de reforestation avec des communautés agricoles et des communautés dans les différentes régions du monde, et d'amener des entreprises à découvrir avec nous toute l'innovation qu'il y a derrière les arbres et à quel point il est pertinent pour leur activité, de plein de façons différentes. On est un collectif de plusieurs entreprises et on essaie de convaincre tout le monde de toute l'utilité qu'il y a à, en particulier, remettre des arbres dans les cultures agricoles et en retirer de très nombreux bénéfices pour eux, pour les communautés qui plantent et qui suivent ces arbres, pour les filières des entreprises qui financent ces projets, et puis plus globalement pour la planète et les générations futures. Merci. Donc c'était, voilà, vous avez la réponse. C'est tout simplement un arbre. Le schmilblick, c'est un arbre. Ismaël Lemouel, Hello Asso. Oui, bonsoir à tous. D'abord, merci à Google et HEC Alumni d'organiser cette soirée. Je trouve que c'est très important que des jeunes comme vous se mobilisent, notamment sur les Tech for Good. Nous, ce qui nous intéresse chez l'OASO, c'est l'intérêt général. En France, il y a un acteur qui est le champion de l'intérêt général, ce sont les associations. Comme vous le disiez, il y a 1,3 million d'associations en France qui représentent un budget cumulé de 70 milliards par an. 70 milliards par an, c'est quoi? C'est 3,5% du PIB, donc c'est loin d'être anecdotique dans notre économie. Et malgré toutes les images d'Épinal qu'on peut avoir, en réalité, plus de la moitié des fonds de ces associations viennent du privé, donc de particuliers ou d'entreprises. Ce qui nous intéresse chez l'OASO, c'est d'accompagner les associations dans leur révolution numérique, parce que comme toutes les organisations, elles sont frappées de plein fouet par cette révolution digitale. Et donc, on a développé un outil pour les accompagner dans une des parties les plus importantes de leur vie, qui est leur financement. Et donc, on est un outil de collecte, de crowdfunding, comme on appelle pour les associations. On a plusieurs spécificités. La première, c'est donc qu'on s'adresse qu'aux associations, en leur permettant de gérer sur Internet tout leur type de collecte, que ce soit des dons, des adhésions, d'organiser leurs événements, etc., etc. Et puis la seconde spécificité, c'est qu'on est complètement gratuit, on ne prend pas de commission sur les dons ou les transactions qui sont réalisées par les contributeurs sur l'OASO, et on repose sur un modèle de pourboire où au moment de la transaction, l'internaute a la possibilité de laisser un pourboire à l'OASO. Donc on a cherché un petit peu à s'appliquer les principes du financement participatif à nous-mêmes. Ça marche très très bien. Aujourd'hui, on a un peu plus de 60% des internautes qui nous laissent un pourboire, et on a collecté plus de 8 millions d'euros pour près de 4000 associations. Merci à tous. Donc, moi, ce que j'aimerais vous demander, voilà, c'est Tech for a Better World, c'est le mot-clé de la soirée, c'est le thème de la soirée. Bon, mais la tech, pour changer le monde, ça a toujours été le cas. Donc, il me semble, enfin, je regarde Jacques Birol qui est là, la machine à vapeur, c'est technique, non, le moteur à explosion, c'est technique, l'Internet, voilà, mais tout est technique pour changer le monde. Qu'est-ce qui fait que, voilà, en ce moment, est-ce qu'il y aurait une espèce de conjonction des planètes qui ferait qu'il serait plus facile, grâce à la technique, à la technologie, grâce à la technologie, aux nouvelles technologies,
il serait plus facile de changer le monde? Qui est-ce qui veut répondre à cette question? Difficile. Ismaël. Oui, moi je pense que effectivement la technologie a toujours changé le monde. Par contre, ce qu'on voit apparaître aujourd'hui, c'est que la technologie change le monde, mais c'est pas forcément toujours dans l'intérêt général. Et ce qui est en train de se passer, c'est que toutes les communautés de l'intérêt général, les associations, les entrepreneurs sociaux, les mutuelles et les coopératives, etc., sont en train de s'emparer de ces outils numériques. Et ce qui est important, c'est qu'Internet, dans ses gènes, a ce côté collaboratif, ce côté peer-to-peer, etc., qui fait qu'il est un outil particulièrement adapté, à mon sens, pour l'intérêt général. Comment est-ce que, Bertrand, vous utilisez, vous, la technologie dans le bon sens, pour changer le monde dans le bon sens? Moi, je rajouterais, à titre personnel, je veux changer le monde aussi dans l'intérêt général, dans un but un peu plus privé. Nous, notre vision, c'est que grâce à la donnée, grâce à l'analyse des données et la multitude de données qui est disponible aujourd'hui grâce aux nouvelles technologies, on peut apprivoiser beaucoup de gâchis de temps, d'argent, d'énergie qui sont mal utilisés. Et donc nous, alors à notre niveau, on essaye de rationaliser tout ça, d'optimiser tout ça pour pouvoir fournir un service qui existe déjà à un prix inférieur et en générant des revenus supérieurs pour nos partenaires. Donc on essaie grâce à la donnée, de faire que l'offre et la demande se rencontrent de manière plus intelligente. Alors vous avez donc développé un système propre. J'aimerais quand même que vous attardiez un petit peu là-dessus. Un système propre pendant 1 an et demi, 7 développeurs qui ont codé pour pouvoir que vous soyez propriétaire de votre système. Racontez-nous un peu ça. En fait, on a commencé, Benoît et moi, on est un HEC et un ESCP. On ne sait pas coder la moindre ligne. Et on avait cette idée donc, d'adapter le yield management au transport urbain. Et sans savoir coder, c'est impossible. Et donc, on s'est, grâce à de nombreux réseaux, et en particulier l'incubateur HEC, dont on a fait partie pendant 1 an, on a rencontré des gens, beaucoup d'ingénieurs. On est allé à beaucoup de meet-up entre développeurs. Et on a réussi à réunir autour de nous une équipe de personnes à la fois compétentes et sympathiques. Et on a construit ensemble, nous les commerciaux, les épiciers et les ingénieurs, un système d'information qui nous ressemblait et surtout qui nous permettait d'être maîtres de nos avancées. Et aujourd'hui, c'est vraiment clé pour nous d'être propriétaires de notre technologie parce que on ne pourrait pas faire ce qu'on veut faire si on... Est-ce que ça vous a coûté, tout ça? Ça m'a coûté du capital. Et les ronds de mes économies. Alors Kadi, comment est-ce que vous faites intervenir la technologie dans votre projet? Votre projet, il est à la limite classique. Je veux dire, faire venir la santé auprès de mamans et de bébés qui en ont besoin. Mais il y a une touche techno. Racontez-nous cette touche techno. Oui, c'est vrai que ça paraît être un projet classique, mais étant ingénieur, j'avais un peu la dimension système d'information à mettre en place dès le départ. La technologie, elle intervient à différents niveaux, notamment les technologies de l'information et de la communication. Concrètement, par exemple, au Sénégal, quand une femme est enceinte, elle va se faire suivre par un gynécologue ou une sage-femme dans son cabinet ou dans un centre de santé, et elle va aller accoucher dans une autre maternité où on ne la connaît pas, et souvent où le personnel sur place a peut-être que quelques heures pour s'informer de son dossier médical et des protocoles à suivre. Donc nous, notre réseau de structures partage la même base de données de dossier médical. Les praticiens, donc les spécialistes qui sont quand même pas nombreux et qui circulent à travers le réseau, ont accès au dossier médical des patientes, quel que soit l'endroit où ils sont. Et donc ça permet, un peu comme Bertrand disait, de prévoir déjà à l'avance à quel moment est-ce qu'on va recevoir telle ou telle femme au niveau de notre clinique, de pouvoir aussi rationaliser nos coûts et de se dire que si elle a un besoin spécifique, on le met en place à ce moment-là. Et quand elle arrive, elle est connue, donc elle est bien accueillie. Et de la même façon, ça nous permet aussi de connaître quelles ont été les premières minutes de vie de l'enfant qui sont capitales pour son suivi pédiatrique.
et de pouvoir le suivre jusqu'à l'adolescence. Donc on crée des parcours patients pour les femmes enceintes et des parcours patients également pour les enfants. Ce que vous m'avez dit, c'est que vous utilisez beaucoup Facebook, par exemple. C'est étonnant. Aussi, oui, on utilise aussi beaucoup Facebook. Donc on s'est rendu compte aussi qu'il y avait un besoin d'information qui était très important pour les femmes sur la grossesse, sur la santé de la reproduction. Et on n'avait pas vraiment d'endroit physique où rencontrer ou rassembler ces femmes. Et aujourd'hui, on a la chance dans nos pays d'avoir une jeunesse qui est très connectée sur Internet et sur Facebook. Donc on anime vraiment sur Facebook notre page. On poste des informations sur la grossesse et il y a des débats qui se créent, il y a une communauté virtuelle qui commence à se créer. Et comme il y a des interactions directement aussi avec le gynécologue, c'est un accès qui est difficile. Sur place, certaines patientes nous disent qu'on recrée un peu la relation entre le patient et son médecin. La technologie, est-ce qu'elle vous semble plus accessible, Quentin, aujourd'hui? Alors, bon, il faut avoir un peu d'intériorité que vous n'avez pas, mais est-ce qu'elle vous semble accessible, en effet, de manière à changer le monde? Est-ce qu'on est à un moment de l'histoire, il vous semble, où voilà, c'est moins cher d'avoir des technologies très performantes Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est moins plus cher. facile. C'est-à-dire que la fibre optique, les lentilles de Fresnel, ce sont des objets qui existent depuis clairement avant notre naissance. Donc, on a grandi avec, on a appris qu'ils existaient, mais on ne savait pas quoi en faire. Aujourd'hui, arrive je pense que la technologie vient en réponse à un besoin, et c'est comme ça qu'on l'a construit de notre côté. Alors effectivement, on a des objets qui se disent technologiques, mais qui finalement sont peut-être plus vieux qu'Internet. Et notre savoir-faire, ça a été de les assembler de façon à répondre à un besoin qu'on a vu naissant, qui est de dire, dans les agglomérations, on est dans des zones urbaines, on va chercher à se mettre de plus en plus de façon condensée, on va chercher à exploiter des espaces qui sont parfois enterrés, qui sont parfois simplement dans des bâtiments qui sont trop larges. Et donc, simplement de se dire, il existe un besoin, la technologie vient y répondre, que ce soit par Facebook ou par d'autres solutions. Et effectivement, nous, la technologie nous sert aussi pour essayer d'élargir le domaine des possibles avec notre solution. Alors, il y a quelqu'un qui dit ça quand même en ce moment beaucoup, et qui se fait entendre, et qui l'écrit, et qui se fait entendre à peu près partout, c'est un certain Navi Radjou. Alors, Navi Radjou, il n'est pas avec nous dans la salle, mais en revanche, on a Jacques Birol. Et ça, c'est pas rien. Et Jacques, il va nous présenter le 6e invité. Vas-y, Jacques. Oui, bon, Navi, il a parcouru le monde pendant toute l'année, il est crevé, il est fatigué, il est sur la côte ouest. Alors, qui c'est Navi Radjou? Combien il y en a qui le connaissent? Ah, c'est pas mal. Mais il y a 2 ans, personne ne le connaissait. Hein, voilà, pour simplifier. Donc là, j'ai mis une photo de lui. Il est au TED Global qui a eu lieu à Rio là, il y a quelques semaines. Vous n'avez pas encore les vidéos en ligne. Navi, comme son visage l'indique, il est français. Enfin, il est français, né à Pondichéry. Il a fait l'école centrale, il est allé à Cambridge. Et puis, il vit sur la côte ouest des États-Unis. Et il se trouve que l'année dernière, il a sorti un bouquin dont vous avez la couverture en français ici, autour de l'innovation Jougade. Et ce bouquin a fait une vraie traînée de poudre, puisque c'est un des best-sellers mondiaux. Ça lui a ouvert aujourd'hui pratiquement... Il est écouté partout. Il est écouté à tous les niveaux, ce qui est important, parce qu'il y a 2 ans, 3 ans, ça n'existait pas. Il est au World Economic Forum, il est écouté par tout le monde. Et, cerise sur le gâteau, ce livre, l'année dernière, a obtenu un prix, qui est je crois que ça s'appelle le Thinker 50. Juste pour vous, tous les 2 ans, il y a eu le meilleur de ce qui se fait dans la publication académique et en innovation, essaye de donner quel est le meilleur ouvrage. Et en fait, c'est le 2e Français qui l'a gagné, donc lui. En fait, il a été élu meilleur auteur de l'année, c'est pour 2 ans, donc ça vaut le coup. Et dans le domaine de l'innovation, meilleur auteur mondial. Juste pour vous, le précédent, c'était Kim et Mo Born, qui ont écrit Blue Ocean, et qui est aujourd'hui une des références dans la manière d'aborder l'innovation. Donc ce qui est intéressant, c'est que je crois que là, on est un peu en avance de phase, quand on est un peu dans la tête de Navi. Si vous voulez être dans sa tête, ses livres sont en vente à la sortie, mais bon, voilà. Mais on est dans sa tête. Alors,
Bon, je lui ai demandé, puisqu'il n'était pas là, s'il pouvait quand même être un peu parmi nous. Et puis quand on lui a dit qu'il y avait Philippe Duport, là, il a dit, il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, je veux bien discuter, je veux bien me déplacer pour Philippe Duport et pour tous les étudiants qui seront là. Donc voilà, il y a 3 minutes d'interview de Navi qu'on va vous lancer. Et puis ensuite, Navi Radioul, vous êtes en ce moment au centre de la planète innovation, on peut le dire. Vous participez activement au brassage des idées dans ce domaine. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'on est vraiment à un moment clé par rapport à l'innovation aujourd'hui? Oui, absolument. Je pense qu'on est à un moment charnière je dirais même de l'histoire de l'humanité, parce que d'un côté, on voit qu'il y a la raréfaction des ressources naturelles, il y a la montée des pays émergents, il y a une crise économique en Europe. Tous ces facteurs, en fait, vont contraindre les entreprises, je dirais même le gouvernement, à travers le monde, à pouvoir innover. Mais attention, il faut savoir innover différemment. Alors la Jugaad innovation, cette innovation frugale que vous décrivez dans ce livre, qui a beaucoup été repris, qui a beaucoup fait parler de lui, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire en quelques mots? Alors l'innovation frugale consiste à faire mieux avec moins, c'est-à-dire créer plus de valeur à moindre coût, en utilisant moins de ressources naturelles, qui est vraiment à l'opposé du modèle existant à Silicon Valley où j'habite, qui est, j'appelle ça, faire plus avec plus, c'est-à-dire concevoir des produits de plus en plus sophistiqués, qui coûtent de plus en plus cher. Pensez au iPhone 6 qui coûte la bagatelle de $1000. Alors que là, avec l'innovation frugale, c'est qu'en fait, créer plus de valeur aux consommateurs sans pour autant avoir à payer un prix exorbitant pour les produits-là. Alors vous parlez de la Californie et la France dans tout ça. Comment est-ce qu'on se place dans le paysage général de l'innovation et par rapport à l'innovation frugale en particulier? Il faut dire, la bonne nouvelle, c'est que je passe en France quasiment tous les 2 mois en moyenne, même je j'habite en Californie, parce qu'en fait, il y a des études de cas incroyables de start-up en France et d'entreprises innovantes que je trouve même pas en Silicon Valley. Il y a une diversité d'innovations, de projets d'innovation en France. Donc en fait, il y a une diversité de projets innovants en France qui me fascine et j'adore rencontrer les entrepreneurs et surtout mentionner ça dans mes livres et dans mes articles. Alors vous êtes écouté et regardé par un grand nombre d'étudiants, promis à un grand avenir. Qu'est-ce que vous avez envie de leur faire passer comme message? Quelle est l'information principale, le conseil que vous avez envie de leur donner? Quelque part, tout d'abord, je vous envie beaucoup. J'aurais été ravi d'être à votre place parce qu'en fait, 2014, c'est une année charnière de l'histoire et j'encourage vraiment à vous lancer dans l'entrepreneuriat, soit au sein d'un groupe, on appelle ça l'intrapreneuriat, ou alors lancer votre propre start-up, parce qu'il y a tellement de choses à faire bouger dans le monde. C'est le moment idéal pour faire ça. Et vous en souciez pas de l'argent. L'argent, on en trouve maintenant énormément avec le crowdfunding. Le monde, en fait, a besoin d'idées tout à fait originales. Et si vous voulez être porteur de ces idées-là, vous pouvez avoir un très grand impact sur le monde. L'argent, on va en parler quand même. Merci Jacques, merci pour cette présentation. Mais l'argent, j'aimerais que vous nous en parliez, parce que tous, vous avez été face à ce défi de devoir lever quelques centaines de milliers d'euros. Comment vous avez fait? Est-ce que ça a été dur? Il dit que c'est facile, Navi. Qui est-ce qui veut répondre à ça? Bertrand. L'expérience qu'on a eue, c'est que c'est facile quand on parle aux bonnes personnes. Nous, on a cherché plusieurs centaines de milliers d'euros et on est allé voir des fonds de venture capital et on s'est complètement trompé de cible en fait. Donc on s'est vu fermer les portes pendant un mois et demi où les gens regardaient même pas nos dossiers et en fait quand on n'a pas de chiffre d'affaires il faut pas aller voir les fonds. Nous on a levé très facilement, on a eu 3 fois plus d'engagement que ce qu'on recherchait auprès de Business Angels et auprès de gens qui se sont passionnés pour le projet et qui n'ont pas forcément vu le projet comme un projet qu'on peut analyser en tant que banquier, quoi. Donc oui, c'était facile, mais à partir du moment où on a trouvé les bons interlocuteurs. Les concours, vous en êtes servi, j'aimerais aussi vous en parliez, parce que ça, vous avez participé à l'un des concours les plus prestigieux, hein. Mais rapidement, Bertrand, sur les concours. Oui, alors ça, les concours, c'est agréable parce que, comme dit Étienne Krieger, c'est du bon argent, c'est-à-dire que c'est de l'argent qu'on n'a pas à rembourser. Et quand on a une idée innovante et quand on la présente, quand on la présente bien, effectivement, les résultats suivent et on a gagné un certain nombre de concours. Dont un concours national de création d'entreprises innovantes qui nous permet aujourd'hui de financer une partie de notre programme de recherche.
Et donc, Il faut y consacrer du temps, des ressources, de l'énergie à la préparation de ces concours. beaucoup, trop, mais il faut savoir arrêter aussi, c'est-à-dire qu'à partir d'un moment, on vit pas sur des subventions, mais on vit sur un produit. Et donc, nous aujourd'hui, on est au stade où on arrête un peu de concourir, et aujourd'hui, on parie sur notre produit. Yolène, sur ce plan. Du coup, nous, on est au stade d'avant, puisqu'on vient de concourir. En fait, donc l'année dernière, on a participé donc au Hout Prize. C'est un concours tous les ans qui est lancé par Bill Clinton avec la Clinton Global Initiative à tous les étudiants du monde entier. L'année dernière, le challenge qui était lancé, donc, c'était l'accès aux soins dans les bidonvilles, plus particulièrement pour les maladies chroniques non transmissibles. Donc, c'était vraiment très spécifique. Et nous, on s'est inscrits, donc il y a plusieurs rounds de sélection. Le premier round, c'était purement par dossier. On s'inscrivait dans une des finales régionales du monde. Il y en avait 6 au monde. Nous, on s'est inscrits à Londres. Notre dossier a été retenu à Londres sans pour autant qu'on ait présenté quoi que ce soit. On a juste présenté nos profils. Et on est arrivé à Londres très honnêtement en se disant que c'était un petit week-end sympa à Londres. Donc on a fini notre présentation PowerPoint le matin même. C'était pas très intelligent parce que les autres équipes, elles n'étaient pas comme ça. Mais du coup, on y allait un peu détendu. Et donc voilà, donc il y avait 40 équipes finalistes à Londres. On a remporté la finale à Londres. C'était, je pense, le plus gros choc de notre vie. Et fait donc, quoi le soir? Je vais pas te dire. Dans les barcamps pour vous. Non, c'était assez surréaliste parce qu'on nous a dit bon vous avez gagné, donc maintenant vous partez à Boston, vous êtes dans les 6 finalistes, il y en a un d'entre vous qui remporte 1 million, vous allez présenter à Bill Clinton votre projet. C'était une personne qui présentait le projet à Boston? Non, on était donc toute l'équipe, on avait 8 minutes pour pitcher notre projet. En 8 minutes, on remportait ou non le $1 million. Donc vous vous sentiez comment là à ce moment-là? Au moment où on a pitché? Ouais. Et avant? Alors je pense que le moment où on a pitché à Londres, on s'est pas trop rendu compte de la chose, on partait pas du tout dans l'idée qu'on allait remporter la finale, donc c'était pas très stressant, ça allait. Après, une fois qu'on s'est dit mince, maintenant faut le faire, on a pitché, on a remporté, donc on nous envoie à Boston pendant 1 mois et demi, donc on est dans un incubateur, maintenant les gars, il faut dresser des abeilles. Donc là on se dit merde, comment on dresse des abeilles? Donc voilà, donc nous on a eu la chance d'être dans un incubateur d'entreprise extraordinaire. Donc on a eu aussi américain, donc les gens sont hyper motivés à dire que ça va être top, tu vas trop réussir à trouver ton dresseur d'abeilles, à dresser des abeilles en 1 mois et demi. Donc voilà, on a réussi à faire venir en 1 mois et demi un dresseur d'abeilles à Boston. Voilà, et donc c'était assez irréaliste, mais après on a avancé petit à petit et finalement 2 mois et demi après, on se sentait plus ou moins prêt. Nous, notre mentor nous disait de toute façon, vous êtes dans une compétition, vous n'avez pas besoin d'avoir un projet parfait, il faut juste être le meilleur sur les 6. Voilà. Le soir même, donc on a présenté, c'était donc pendant un grand dîner pendant la Clinton Global Initiative. C'était un peu stressant quand même de se dire qu'au bout il y avait 1 million. Voilà, mais une expérience assez dingue parce que voilà, il y avait Mohamed Younous, il y avait Clinton qui a annoncé le gagnant, donc c'était sympa. Et ils vous ont adoré, c'est ça? Ils ont trop kiffé sur le projet. Apparemment, mais vous n'avez pas gagné. On n'a pas gagné. Mais n'empêche qu'on a eu des frissons jusqu'au bout parce que quand Clinton est sorti, il a commencé à dire non mais vous savez les gars. Est-ce que vous vous rendez compte que les abeilles, elle a commencé à parler d'abeilles, on s'est dit merde, on a gagné, c'est pas possible. Et donc voilà, il y a eu donc Clinton qui nous a redit à plusieurs reprises, moi j'ai envie de savoir ce qui va advenir de votre projet. Et puis aussi la belle récompense, c'est que quand on a demandé aux juges, avant d'annoncer les gagnants qui étaient leurs projets favoris, Mohamed Younous a dit que c'était les abeilles, alors là on était trop contents. Bravo. Les sous, on continue sur les sous parce que l'idée, voilà, Navi Radio disait, ce qu'il faut, c'est des idées. Ça suffit pas, Alexis, Christève. Il faut, comment est-ce qu'on fait pour avoir de l'argent sans cesse, quoi. Alors, moi, je veux dire un mot sur cet argent. Donc, on a un assez gros track record de levée de fonds, pas forcément avec Pure Projet, mais avant, j'ai cofondé et dirigé Alter Eco, une boîte de commerce équitable que vous connaissez sûrement pendant 6 ans. Là, on a beaucoup levé tous les ans et demi, 1 million. Enfin, c'était vraiment hyper capitalistique. Avec Pure Projet, le modèle qu'on a, c'est plutôt un modèle de conseil
globalement, où finalement on est complètement libre des investisseurs, en tout cas pour une grosse partie de notre activité, parce que c'est les clients qui financent nos projets de reforestation, et ce sont des projets qu'on développe sur 40 ans, et on a de l'argent en année 1, donc vous voyez qu'on n'a pas trop besoin à ce moment-là de fonds, même s'il y a des développements techniques en complément. Mais là, de nouveau, je suis dans la création d'une start-up qui est une marque qui s'appelle Trees. Ce sont des bracelets en bois, made in France, éco-conçus, qui financent nos projets de reforestation, où là, je suis repassé en mode start-up, et là, depuis juillet, je suis lauréat du réseau Entreprendre Paris. Je suis dans une logique de recherche de fonds à nouveau. Je dirais que moi-même également, j'étais un peu surpris du fait que finalement, c'est pas ce qu'il y a de plus dur de lever des fonds. Ça paraît un peu une grosse étape. Et en fait, on voit plein de projets qui lèvent des fonds. Je dirais qu'une des difficultés, c'est plutôt de bien ajuster son besoin, d'aller chercher les fonds auprès des bonnes personnes et de pas trop se griser, et de pas trop focaliser son activité uniquement sur cette recherche de cash. On va lever, on peut, si on fait un dossier. En plus, la plupart d'entre vous et nous, on a fait des bonnes études, on a appris à faire des super press, on a appris à avoir l'air hyper impressionnant en présentation, hyper bon, et à rouler des mécaniques, à être un peu crédible. Et pour autant, je veux dire, lever des fonds, c'est un truc qui doit un peu s'adapter au projet. Si on lève trop, on se dilue, on perd la maîtrise. Si on lève auprès de personnes qui n'ont pas le bon profil, ils ne vont pas apporter beaucoup au projet. Donc le projet lui-même, peut-être, ne va pas aboutir. Donc voilà, je voulais juste proposer cette réflexion. Et puis juste sur la petite phrase, les idées, c'est pas tout. Moi, c'est un peu un motto que j'ai régulièrement, un truc un peu récurrent ces derniers temps, parce que j'ai toujours été passionné d'innovation, d'idées nouvelles, et j'adore en particulier l'entrepreneuriat social. Je vois des projets, des idées absolument géniales tous les jours, et je suis toujours émerveillé par l'ingéniosité des gens dans ce contexte justement un peu où on est face au mur et il faut trouver comment contourner et proposer autre chose. Donc il y a une ingéniosité géniale, impressionnante, pardon pour le lapsus, il y a une ingéniosité impressionnante. Mais en fait, pour moi, l'idée, c'est 5% du succès d'une boîte, en fait. C'est-à-dire que je pense que 95%, c'est la réalisation, c'est ce qu'on délivre. Il y a des gens qui sont arrivés 2e, 3e, 4e avec la même idée que des précédents et qui ont fait mieux et qui ont émergé. Il y a des boîtes qui sont des succès absolument incroyables, qui reposent pas forcément sur une idée majeure. Donc oui, il faut des idées, mais c'est vraiment pas tout, quoi. C'est même loin d'être tout. Je voudrais que vous réagissiez à ça. Moi, je voulais juste ajouter quelque chose, c'est que lever l'argent, c'est pas une finalité en soi, et que c'est une étape, mais que c'est pas du tout, ça doit pas être un objectif. Kali, l'argent, les idées? Oui, c'est vrai que le financement, c'est une problématique, en tout cas, surtout pour les startups en Afrique, où on n'a pas beaucoup de fonds qui viennent investir, surtout à l'amorçage. Donc, moi, un peu comme Violaine aussi, j'ai participé à une compétition internationale de business plan, la Global Social Venture Competition. Et on n'a pas eu, enfin, on est arrivé en 4e en finale, on n'a pas eu de fonds, mais ça nous a permis d'avoir une certaine reconnaissance auprès d'une société d'investissement qui s'appelle Investisseurs et Partenaires et qui investit essentiellement dans les PME africaines. Et puis aussi, on a été accompagné par un incubateur social, je n'ose pas le dire, de l'ESSEC, qui s'appelle Entropia et qui, moi personnellement, m'ont aidé à travailler sur le projet exclusivement pendant 2 années. Et comme il disait, dès l'instant qu'on commence à exécuter, avec bien sûr la famille et les amis qui apportent aussi leurs fonds, on convainc plus facilement des investisseurs à apporter également des fonds. Pour une start-up industrielle, c'est encore une autre paire de manches. Hein. Ah oui, moi j'allais faire un témoignage complètement à l'opposé de ce qu'on a entendu. Parce que trouver de l'argent, clairement, c'est pas si facile que ça. Nous, on a mis très longtemps. Et grosso modo, on l'a fait progressivement. Donc je pense que le message de dire il faut se centrer sur les bons interlocuteurs et pas partir sur les fonds tout de suite, je pense que c'est un bon message. Que dire qu'on a énormément à gagner par les concours, c'est vrai. On a fait rentrer... Vous-même, vous avez été Grand Prix du MoveJ, quand même, c'est pas rien. On a été Grand Prix du MoveJ cette année. On a aussi été Grand Prix de EDF Pulse dans la catégorie Habitat. Donc ça représente une jolie entrée d'argent, mais surtout un élément déclencheur. C'est-à-dire que ces concours, ça permet, puisque vous ne faites pas de chiffre d'affaires, il faut bien à un moment justifier de quelque chose. Et ça permet de dire, parmi tout le lot de start-up, vous êtes parmi les 6 finalistes, les 6 mondiaux, là en l'occurrence, pour ton magnifique projet, les 6 mondiaux qui sont arrivés à dire on est capable d'avoir une idée qui émerge. Et nous, ça nous a énormément porté.
de remporter le prix Mouji notamment, ça a été complètement déclencheur sur une levée de fonds où on cherchait 400 000, où on avait déjà trouvé 200 000 et où en l'espace de 3 semaines sont arrivés 300 000 de plus qui ont fait qu'on a explosé notre score et notre besoin. Simplement par la renommée, parce que finalement c'est bien sympa d'avoir un proto que vous avez mis 1 an et demi à mettre au point, mais au final ça ne dit pas forcément si votre marché il est au rendez-vous. Et ça, ce sont les concours qui viennent vous aider à juger, parce que les concours, ce sont des intervenants qui sont dans vos domaines de spécialité, qui viennent de dire, oui, effectivement, ils disent quelque chose qui n'est pas n'importe quoi. Donc pour revenir, je voudrais juste redire un mot, parce qu'on entend parler de millions. Eki, c'est 20 000 € en 2012. Ensuite, on a fait rentrer 40 000 € de nos familles début 2013. Ça nous a permis de faire rentrer une subvention de 25 000 € de plus. Ça nous a permis d'embaucher 2 stagiaires. Donc ça, c'était début 2013. À la mi-2013, on a eu un joli proto qui nous a permis de faire rentrer 80 000 € de plus. Et on était très fiers, donc là au capital. Ça a permis de faire levier sur une autre subvention de 90 000 €. Il faut vraiment voir. Donc ces 90 000 € là, ils sont arrivés à la fin 2013 après l'installation d'un pilote, donc un prototype viable qui prouve, et d'ailleurs ça fait 1 an qu'il tourne et il n'a toujours pas eu de panne. Et ensuite, on a eu 8 mois, entre octobre 2013 et juin 2014, pour enfin faire rentrer les 500 000 € dont on avait besoin, en l'occurrence c'était 400, mais on a conclu un peu plus, dont on avait besoin pour former une équipe, attaquer le marché, finir d'avoir un produit viable. Et concrètement, ce qui s'est passé, malheureusement, et on en a entendu parler pendant les 6 mois de latence, c'est qu'il y a certains programmes de recherche, parce qu'on a quand même une techno assez lourde, qui ont été mis en stand-by, et pendant un moment, on s'est concentré, on a gelé des embauches qu'on aurait aimé faire et qu'on n'a pas pu faire. Et puis on s'est concentré sur chercher de l'argent pendant un temps, tout en essayant de faire avancer les choses. Mais voilà, pour dire qu'il y a quand même un côté où peut-être que c'est lié à l'industrie, je ne sais pas. C'est ça, oui. C'est certainement probable. Je ne sais pas ce que vous en pensez les uns les autres. Parce que Ismaël, par exemple, Ismaël Lemouel, vous n'avez pas besoin d'argent, vous êtes une plateforme sur Internet collaborative. Donc, quels sont vos besoins sérieusement et comment vous faites? C'est difficile? Alors oui, en fait, nous, on a 10 salariés, donc on a un peu de besoins en cash. En fait, on a toujours l'image que monter une start-up sur Internet, c'est simple, on fait un site web et puis ça décolle tout seul. C'était un peu provocateur. En fait, c'est évidemment pas du tout le cas. Généralement, on est hyper chaud, on lance son site web et puis tout le monde s'en fout. Et là, on se rend compte qu'il va falloir itérer plusieurs fois avant d'avoir un concept qui accroche. Donc un peu sur le témoignage qui vient d'être fait, nous, pendant à peu près 2 ans, on a bien ramé à coup de petites subventions, de petits contrats, d'argent personnel également, jusqu'à effectivement avoir une traction sur le site. Aujourd'hui, on a un peu plus de 250 000 visiteurs uniques sur Hello Asso, et à ce moment-là, quand la courbe commençait vraiment à ressembler à une exponentielle, on a effectivement pu faire une levée de fonds. Alors, c'était pas facile pour autant, d'une part parce qu'on était sur un business model du pourboire, et pour aller expliquer ça à un investisseur, il faut se lever de bonne heure. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur le fait qu'il faut cibler les bonnes personnes. Comme vous, on a été voir quelques VC traditionnels qui ne comprenaient pas du tout ce qu'on racontait. Et on a fini par lever 1 million d'euros auprès notamment de fonds qu'on appelle d'impact investing, donc qui investissent dans des projets qui sont certes des startups, mais qui ont aussi un impact social, donc qui ne regardent pas uniquement l'aspect héroïste. Et voilà, donc c'est hyper important de bien cibler les fonds qu'on va aller chercher, parce que sinon, effectivement, on se prend pas mal de murs. Voilà, et donc je pense que en tout état de cause, effectivement, la levée de fonds n'est pas une fin en soi. Il faut d'abord, pour réussir à lever de façon conséquente, avoir simplement un produit qui fonctionne et pouvoir démontrer à ses investisseurs que l'effet d'échelle va vraiment fonctionner. Après avoir parlé d'argent, donc très concrètement, et c'est bien de l'avoir fait, Quentin en particulier, d'avoir détaillé tout ça, je pense que ça va éclairer les gens dans l'assistance, mais parlons maintenant d'inspiration. Peut-être vous allez inspirer un certain nombre de personnes. Vous, j'aimerais savoir qui vous inspire, qui vous a inspiré dans vos projets, qu'a dit. Est-ce que le témoignage de Navi Raju, par exemple, vous sentez qu'il y a quelque chose là qui vous tire vers le haut, qui vous incite? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une génération en ce moment, vous faites partie d'une génération d'entrepreneurs qui utilisent à la fois les technologies et dans un but, voilà, le but de ce soir, Better World? Oui, tout à fait. Nous, on a été inspirés par des modèles qui existaient en Inde, de réseaux de structures de santé, de maternité ou d'instituts ophtalmologiques. Et donc, à l'origine du projet, c'est mon frère qui
qui est lui aussi ingénieur, qui a fait X-Min et qui a fait son MBA à Harvard et qui a eu ses études de cas en Inde et qui avait envie de reproduire un peu son modèle au Sénégal. Et donc avant de rentrer au Sénégal pour mettre en place ce projet, j'ai fait une immersion de 3 mois dans un réseau de maternité. J'ai visité aussi un réseau d'instituts ophtalmologiques qui utilisent vraiment la technologie pour le contrôle déjà des coûts, rationaliser les coûts, et aussi pour contrôler la qualité de leurs soins. Donc les infirmières avaient des tablettes, elles allaient auprès des malades, elles rentraient un peu tous les paramètres et il y avait des systèmes d'alerte qui permettent aux médecins d'intervenir au bon moment, au moment où on avait le plus besoin de lui. Et comme vous dites, en fait, ce sont des initiatives qui avaient une forte composante sociale également, de s'adresser à des populations qui n'ont pas forcément accès à ces soins-là. Et aujourd'hui, la technologie arrive à faciliter l'accès des populations aux médecins et aux soins de santé. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme autre développement dans le monde de la santé, voilà, à la croisée de la technologie, de l'entrepreneuriat social? Qu'est-ce que ça pourrait donner? Là, par exemple, je peux citer un projet, par exemple, qui s'appelle Jantoli, qui est au Mali et au Burkina Faso, où il y a des agents de santé communautaires qui vont dans les maisons et avec une application mobile prennent les soins, les paramètres des enfants, le poids, la fréquence des selles, la température, et c'est envoyé directement au niveau du centre de santé. Et donc c'est pareil avec un système d'alerte. Dès l'instant qu'il y a une anomalie qui est détectée, on demande à l'enfant de venir faire une consultation au niveau du centre de santé. Il faut savoir que beaucoup des pathologies que les enfants aujourd'hui subissent est le résultat d'un retard en fait. On a attendu trop longtemps avant qu'ils aillent et ça permet d'avoir ce genre ça permet de faciliter cet accès. Un autre exemple aussi qui pourrait être vraiment développé et qui nous concerne nous par exemple dans la maternité, ce qui pourrait aider vraiment à baisser la mortalité maternelle, c'est de pouvoir avoir accès à du sang très rapidement. Vous savez qu'il y a un risque d'hémorragie très important après l'accouchement. Et aujourd'hui, si je prends par exemple le cas du Sénégal, on a 1% de donneurs de sang et tout le monde passe par le Centre national de transfusion sanguine. Au moment où on a besoin de sang, des fois, en 24 heures, 48 heures, si on avait une base de données et des applications mobiles qui permettent justement de faire appel à des donneurs de sang très rapidement, ça permettrait aujourd'hui de baisser la mortalité maternelle de façon conséquente, aussi bien dans le public que dans les hôpitaux. Et dans la Silicon Valley aussi, il y a des modèles d'innovation pour faire des analyses de laboratoire avec 2 ou 3 gouttes de sang. Oui, c'est ça, très rapide avec très très rapide, peu de sang, exactement. ouais. Voilà. Ouais. Bertrand Altmaier, quant à vous, lancer Marcel, c'était quoi? C'était l'envie de casser un peu la baraque, là, de mettre un coup de pied dans la fourmilière, où il y avait vraiment le côté Better World? Ça pèse quoi finalement le côté Better World dans votre initiative? Moi, c'était un idéal de vie et c'était j'avais envie de me regarder avec un sourire le matin devant ma glace. Et j'ai fini mes études à une époque où c'était où 50 ou 60% des étudiants finissaient dans des banques d'affaires, donc j'ai fait un peu comme tout le monde en 2006. Et puis j'ai effectivement eu envie de tout casser. Je suis parti voyager pendant 6 mois en Afrique australe. Et effectivement, j'ai eu pas de révélation, mais j'ai eu une envie que j'arrivais pas à identifier auparavant. Et cette envie, c'était une envie entrepreneuriale. Alors, comparé aux autres projets aux autres entreprises qui sont avec moi, il y a une dynamique qui est moins idéaliste que les autres, mais l'analyse est le même. On peut faire les choses actuelles d'une meilleure manière. Et donc, c'est ça que j'ai eu envie de faire. Et pour ce qui est de l'inspiration, moi, comme je disais, c'était très personnel. Je dormais 4 heures par nuit et j'arrivais pas je me couchais vers 3 heures du matin en sortant de banque et j'arrivais pas à m'endormir parce que j'étais pas heureux.
Alexis, moi j'aimerais qu'on revienne sur un point qu'on n'a pas tellement développé, c'est l'aspect technologique. C'est Tech for a Better World, il ne faut pas oublier ça. L'aspect technologique de votre projet. Comment vous arrivez à valoriser, à mettre des chiffres derrière des destructions d'environnement ou au contraire des reforestations? Oui, alors bon, évidemment, c'était un peu une boutade au début. Hein. C'est vrai qu'un arbre, c'est hyper technologique et finalement, c'est quand même pour dire que parfois on veut inventer des choses absolument révolutionnaires en croyant pouvoir faire mieux que la nature, etc. Et finalement, l'observation, parfois, on saigne tout le génie qu'il y a dans la nature, et en particulier dans les arbres, hein, qui ont un génome infiniment plus développé que le nôtre et qui sont là depuis des milliers d'années, mais des centaines de milliers et de millions d'années. Mais au-delà de ça, il y a dans notre projet, évidemment, pas mal de dimensions technologiques, moins que dans une pure start-up techno, mais de plus en plus. Technique et technologique. On est un collectif où il y a des X, il y a des HEC, il y a des ingénieurs agronomes aussi également. Je vais retenir simplement 2-3 aspects, comme ça en vrac et de façon non exhaustive. D'abord, quand vous dites à des gens on va aller planter des arbres au bout du monde grâce à votre argent et ça va améliorer beaucoup de choses et ça va générer beaucoup de bénéfices et vous allez en retirer des bénéfices, il y a un moment où il faut la force de la preuve, quoi. Et cette preuve, la technologie, beaucoup plus accessible, comme on l'a dit, beaucoup plus, entre guillemets, facile, disponible, nous donne une énorme opportunité puisqu'elle permet de rapprocher des gens au bout du monde, de donner à voir, de donner la force de la preuve, de générer des livrables, une quantité très importante de livrables accessibles. Ça, c'est une opportunité énorme. Donc, il y a un côté où on développe beaucoup d'outils technologiques pour la preuve. À titre d'exemple, on a planté plus de 3 ou 4 millions d'arbres aujourd'hui. Enfin, on a financé, pas planté, fait planter ou aidé à planter. Chacun sont géolocalisés et visibles sur Google Earth. Merci Google. Donc n'importe qui finance des arbres par notre intermédiaire. Il va pouvoir aller dans son petit espace sur Google, voir la géolocalisation des arbres. Rien que ça, c'est déjà un élément de preuve de réassurance. On a évidemment des registres complets qui permettent une traçabilité complète des arbres plantés et de très nombreux outils. Et puis, au-delà de la dimension de la preuve, il y a la dimension toute la dimension justement immatérielle, toute la dimension un peu utopique ou un peu idéaliste de notre projet, elle est beaucoup plus fortement incarnée dans l'image, elle est beaucoup plus fortement incarnée dans toute la dimension média, et c'est aussi une part très importante de notre activité puisqu'on a à disposition une très très importante banque d'images, de vidéos, de photos, et tout ça c'est pour que les personnes qui s'associent à nous en fassent un élément de fierté, de beauté. Et on a coutume de dire qu'on plante des arbres dans le sol, mais aussi dans les cœurs, dans les consciences, et on veut diffuser ça. Et la technologie nous aide énormément grâce à ça, à arriver à ça. Alors, 2 petites questions avant de passer aux vôtres. Hein. Préparez vos questions. J'ai déjà vu une question passer là, notamment qui sera pour vous, Bertrand. C'est quoi la différence entre ce que vous faites et puis ce que fait Uber, par exemple? Bon, c'est une question à laquelle vous êtes habitué à répondre. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de préparation, mais vous allez répondre tout à l'heure. Est-ce que, Ismaël, vous vous sentez appartenir à une génération comme ça? Est-ce que c'est important de ne pas se sentir seul quand même, quand on veut faire des choses un peu en rupture, comme vous les faites tous? Est-ce que vous avez l'impression, en effet, qu'il y a quelque chose qui pousse? Alors, je pense qu'il y a effectivement un aspect générationnel, mais j'aime pas trop, moi, cette catégorisation-là, parce que la génération, c'est simplement tous les gens qui savent utiliser correctement les nouvelles technologies, et il y a des jeunes, mais il y a aussi des gens un peu plus âgés, des gens très âgés qui savent très bien utiliser les nouvelles technologies. Donc, je suis pas hyper à l'aise avec cette question de génération. Par contre, ce qui, à mon sens, est en train de se passer, c'est que on a tout un tas d'industries qui commencent à être disruptées par le numérique, on l'a vu, hein, Airbnb qui disrupte l'hôtellerie, Blablacar qui disrupte l'automobile, Uber qui disrupte les taxis, etc. etc. Et par contre, ce qui, à mon sens, est en train de se passer, c'est que tout le secteur de l'engagement, au sens large, que ce soit sur des technos purement for good ou sur des engagements de type dons, bénévolat, pétition en ligne, etc., etc., tout ce secteur de l'engagement, lui aussi, est en train d'être complètement révolutionné par le numérique. Et donc, on assiste effectivement à une vague qui n'est pas forcément que générationnelle, même si elle passe en premier lieu par des jeunes, parce que c'est ceux qui s'en servent le plus massivement, va effectivement probablement avoir un impact très important sur l'intérêt général. Vous nous annoncez en quelques mots ce qui va se passer début décembre? Alors oui, on a eu comme vous le disiez tout à l'heure, on a eu l'honneur et le plaisir d'être soutenu il y a quelques mois maintenant par le président de la République. C'était un peu surréaliste. Un matin, j'étais au bureau, mon téléphone sonne. Bonjour, je suis le cabinet de François Hollande. Bon, d'accord. Et il nous accompagne dans la scalabilité, dans le déploiement de notre innovation.
parce qu'ils cherchent à justement promouvoir tout ce qui est innovation sociale. Et donc, on a créé, ça fait quelques années maintenant, au-delà des LOASO, j'organise une semaine qui s'appelle la Social Good Week, qui est une semaine dédiée à tout ce mouvement du web social et solidaire. Voilà, la réunion en fait de l'économie sociale et solidaire dont on entend beaucoup parler en ce moment, qui pèse 10% du PIB quand même, et puis de ces nouvelles technologies. Il y a un peu plus de 30 événements qui sont organisés un petit peu partout en France, dans une dizaine de villes. La Social Good Week, c'est de quand à quand? C'est du 1er au 7 décembre, une ouverture par le ministère de la Jeunesse, par le ministre de la Jeunesse, et puis un événement le 4 à l'Elysée en présence du président avec quelques annonces, et 28 autres événements un petit peu partout en France. Vous pouvez participer, c'est facile, socialgoodweek.com. Et puis tant que j'ai le micro, j'en profite pour faire pour rajouter un mot sur le côté inspirationnel. Et bonjour à votre maman. Non. Sur le côté inspirationnel, je pense que moi, mon expérience personnelle, c'est que j'ai été passé 4 mois en Argentine dans les coopératives autogérées. Je suis tombé un petit peu dans la marmite là-bas de l'économie sociale et solidaire. Donc je pense, et je vous invite tous à le faire, partir loin, découvrir des choses complètement différentes de ce à quoi on est habitué. On y apprend énormément de choses. Et deuxième annonce, chez LOASO, on recrute. Donc si vous êtes des bons développeurs, welcome. Si vous êtes également des bons épiciers, welcome. D'autres annonces de recrutement ici autour de cette table? Oui, Bertrand? Oui. Pareil? C'est important. Toujours. Ouais. Des développeurs. Et chez qui on cherche aussi? Alors nous, on n'a pas besoin de développeurs. On n'a pas besoin de développeurs. Mais tous les autres, on prend. Oui. Mais moi aussi, puisqu'on y est là, pour le projet de start-up dont je vous ai parlé, à partir de début d'année prochaine, j'aurai besoin à la fois d'un bon bras droit avec un bon profil entrepreneurial et aussi progressivement de gens plus techniques qui sont difficiles à développer quand on n'a pas une boîte qui, sur le papier, est hyper technologique, mais qui en fait va l'être énormément. Et Cathy, pour allier les deux, c'est-à-dire voyager loin et avoir du boulot? Oui, donc nous, on est plus en recherche dans le marketing et voilà. Ok, c'est noté. Quentin? Je voudrais juste ajouter un mot, parce que tout à l'heure, on nous a proposé 2 options, soit faire de l'intrapreneuriat, soit créer sa boîte. Et en fait, il y en a une autre qui est vraiment top, c'est de venir dans une start-up, venir travailler avec nous. Parce que concrètement, il y a énormément de choses à faire. Et quand vous êtes à votre place, beaucoup d'entre vous vont se poser la question, ou sont en train de se la poser, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais dans un grand groupe? Est-ce que je vais ailleurs? Est-ce que je tente une PME? Moi, ce que je peux dire, c'est que les stagiaires aujourd'hui qui viennent chez nous gèrent des budgets, gèrent des vraies problématiques, qui sont des problématiques d'ingénieurs quand ils sont ingénieurs, qui sont des problématiques de vrais épiciers. Moi, j'ai une de nos épicières qui gère totalement la participation au principal salon de l'immobilier en France qui s'appelle le CIMI. C'est elle qui le gère du début à la fin. C'est son salon, elle est stagiaire et elle est seulement en seconde année. Donc vraiment, à un moment, faites le choix, mais si vous avez la possibilité d'aller grandir dans une start-up, oubliez le grand nom. Non, elle est encore mieux. Oui, juste avant de passer aux questions de la salle. Je ne veux pas mobiliser le micro, mais juste pour prolonger ce que tu dis. Moi, j'ai eu la chance, en sortant d'école, de rejoindre Tristan Lecomte, qui avait créé Alter Eco, et de passer 6 ans à diriger cette boîte qui est passée de 2 à 50 personnes. Mais en étant un peu dans la position de numéro 2, je confirme ce que tu dis, c'est quand même vraiment une opportunité géniale. Et ça reprend aussi ce qu'on disait sur lever de l'argent, c'est facile, c'est pas facile, etc. C'est clair qu'il y a un truc qu'on peut pas inventer, c'est l'expérience, et c'est assez quand même risqué de se lancer sans avoir vraiment vu ce qui se passe dans une boîte. Faire déjà une première expérience de 5-6 ans ou plus, enfin, je sais pas, mais en tout cas accompagner la croissance d'une start-up ou d'une jeune boîte dans une position qui va forcément devenir stratégique, c'est quand même une super expérience. Donc le stagiaire qui vient racheter et qui, à partir de janvier, verra la boîte passer de 7 à 15 personnes. Et ça fait une bonne promo là, bravo. On vous écoute pour les questions peut-être plus directes aux interlocuteurs, aux intervenants. Allez-y monsieur. Est-ce que vous pouvez lui fournir La première question est ici. Présentez-vous. Merci. Adrien Fenech, bonsoir. Je suis étudiant à l'EPITA. Donc déjà, merci pour vos témoignages, c'est super. Ça nous donne envie justement d'entreprendre. Malheureusement, il y a un point que vous n'avez pas abordé, un problème, c'est la critique. La critique de la part des autres startups, des autres entreprises. Je prends l'exemple de Cartable, que je connais bien. Donc, 2 étudiants d'HEC qui ont monté cette startup, Julien Cohen et Sarah Benanou.
Malheureusement, ils ont levé 1,2 million d'euros, 1,2 million oui, et ils croulent sous les critiques, que ce soit de la part de l'État, que ce soit de la part du ministère de l'Éducation et des profs. Comment gérer, quand on est une start-up, quand on lance, comment gérer toutes ces critiques? Ça peut être très impressionnant. Merci, j'ai bien une idée de la personne qui pourrait répondre à cette question, Bertrand. Parce que vous en avez essuyé des critiques, je pense. On a essuyé des critiques. Il y en a un autre aussi, Alexis Krisev, qui est en ce moment, il a chaud aussi. On a essuyé des critiques, on a eu un audit de la DGCCRF alors qu'on avait 15 jours. Donc, oui, effectivement. Record du monde. Honnêtement, ça va pas tarder. Il faut, c'est enrichissant. C'est important d'avoir des retours d'expérience, qu'ils soient positifs ou négatifs. Si la critique est infondée, elle est stérile. Si jamais elle est fondée, elle permet d'avancer, et c'est comme ça qu'il faut le voir. J'ai 2 exemples. J'ai des exemples de clients qui nous critiquent, c'est quelque chose qui est constructif. J'ai l'exemple d'un taxi qui m'a envoyé un mail d'insulte aujourd'hui, c'est pas constructif. Après, notre vision est plus long terme, et il ne faut pas s'arrêter sur des petits obstacles comme peuvent être des critiques passagères. Ensuite, il faut s'en inspirer, et si on s'isole et qu'on la met de côté, on a des risques de déraper et d'aller dans des mauvaises directions. Alexis Krisev, vous êtes également chez Pure Projet en but à de sérieuses critiques de la part de certaines organisations, comme, pour ne pas le nommer, les Amis de la Terre. Alors, sans faire une réponse, parce que l'histoire est complexe et longue, et on n'a pas le temps de s'y... Voilà. En deux mots, ce que je peux dire, ce que je peux dire avant de répondre à ça, ce que je peux dire, c'est que depuis que je bosse, on a toujours été critiqué par certains, souvent par des alliés plus que par des vrais adversaires. Je confirme que ça peut être impressionnant et même blessant en fait d'être critiqué, surtout quand vous êtes dans une action que vous faites pour une motivation profonde, que vous n'êtes pas obligé de justifier et d'étaler sur la place publique, mais quand on s'attaque à vos convictions, c'est encore plus dur. Et après, je dirais qu'il n'y a pas d'action sans critique, quoi. La seule chose qu'on ne peut pas critiquer, c'est les idéaux, c'est l'utopie, mais à partir du moment où vous faites quoi que ce soit, c'est facile de critiquer, c'est immédiatement soumis à la critique. J'en connais qui pourraient critiquer Sœur Emmanuelle parce qu'elle allait prendre l'avion pour aller dans les endroits où elle allait pour mener ses missions. Donc je veux dire, c'est assez facile de critiquer. Effectivement, j'ai été critiqué pendant 6 ans chez Alter Eco parce qu'on proposait de mettre à disposition des produits de commerce équitables à proximité des consommateurs, c'est-à-dire dans les grandes surfaces. Certains considéraient que c'était un moyen de permettre à d'horribles grandes entreprises de distribution de se racheter une bonne conscience alors qu'elles fouettent leurs caissières. Bon, ça nous faisait porter une responsabilité très importante, mais aujourd'hui, on est effectivement dans une polémique, parce qu'il y a 2 visions qui s'affrontent dans le monde du développement et de la solidarité. Certains comme nous pensent que c'est par l'action, par la transformation et progressivement par itération qu'on va changer les choses. D'autres pensent qu'il faut faire couper le monde en deux entre les gentils et les méchants, et qu'il n'y a pas à dealer d'aucune manière que ce soit avec ceux qui sont les symboles du monde horrible dans lequel on vit aujourd'hui, quoi. Voilà, pour faire très simple. Merci beaucoup de cette concision. Monsieur, vous avez une question? Alors, Abdelhamid Benia, je suis étudiant à HEC Entrepreneur, et d'abord, je voulais vous remercier pour vos interventions. C'est très, très intéressant. Ça nous motive vraiment à créer notre entreprise. Donc, j'ai 2 petites questions et un petit message. Ma première question, je crois que je l'ai posée sur Twitter, c'était à Marcel Chauffeur. Savoir en quoi concrètement vous différenciez de Uber ou de Le Cab. Une autre question concernant le projet des abeilles. Savoir tout simplement comment est-ce que t'es venu l'idée du dressage des abeilles. Et un dernier petit message, parce que vous avez évoqué la question du financement des startups. Et j'ai créé une startup il y a quelques jours dans le secteur de la presse, le marché de la presse en ligne. J'ai vu qu'Emmanuel Chin est dans la salle. Emmanuel, si tu veux qu'on en parle, je suis là. Je crois qu'il est reparti. Il était là tout à l'heure, en effet, Emmanuel Chin. Alors, la différence entre... oui, mais il avait un rendez-vous, et voilà, il a dû partir. Bertrand, la différence entre Marcel, Hubert, Le Cab. J'ai mal pitché alors. En fait, c'est une différence de vision. En fait, notre vision, c'est que en anticipant la demande, on peut adapter l'offre. La vision de certains de nos concurrents, c'est qu'en inondant
avec de l'offre, on va attirer la demande. Donc nous aujourd'hui, on a des flottes qui sont moins impressionnantes. Et en revanche, on a un taux d'utilisation qui est ce que je mentionnais tout à l'heure en parlant de gâchis. Donc le temps passé par nos chauffeurs est beaucoup mieux utilisé, et ce qui nous permet d'offrir des prix qui sont inférieurs à notre concurrence. Et deuxième différence, c'est que nous, on est des... Alors, c'est pas vraiment une différence avec Uber, parce qu'Uber est effectivement une boîte techno qui a un savoir-faire technologique qui est reconnu. Nous, notre vision, on l'applique aujourd'hui sur Marcel, qui est un laboratoire in vivo de transport porte-à-porte en France, en Ile-de-France, mais on a comme ambition de vendre notre savoir-faire à l'étranger, et en particulier, comme vous disiez tout à l'heure, sur le transport collectif, et de fournir des solutions de transport partagé à des acteurs locaux qui ont un savoir-faire local. Moi, vous m'avez fait beaucoup penser à Debra en plus, qui est une start-up qui a beaucoup fait parler d'elle, parce que vous faites justement intervenir ce yield management. Hein, c'est ça dans votre solution? Oui, exactement. Alors, à la manière d'un EasyJet, si vous réservez à l'avance, le prix est moins cher. Si vous réservez dans une période, dans une heure creuse, le tarif est moins cher aussi. L'idée, c'est d'optimiser le temps de travail de nos chauffeurs. Et donc, si jamais à un prix indiqué, il n'y a pas de demande, il y a une sensibilité de la demande au prix. Et l'exemple que je donne, c'est un lundi matin, vous avez beaucoup de chauffeurs qui vont vers les aéroports, mais il n'y a pas de demande à 10h à un aéroport. Donc soit votre chauffeur, il attend 3 heures les prochains avions, soit il rentre à vide. Et nous, la troisième proposition qu'on est en train de développer, c'est pourquoi pas rentrer à 15-20 euros, parce que tout le monde est gagnant. D'accord. Comment est-ce que est née l'idée des abeilles? C'était un jour où vous n'écoutiez pas en cours, c'est ça? Je l'avais dit au début. Hein. C'est joli. Hein. Ouais. Alors en fait, nous, donc on a vu le challenge. Donc on devait réfléchir. On avait une ligne dans laquelle il fallait qu'on réfléchisse. Il fallait qu'on réfléchisse à les bidonvilles et trouver une solution pour les maladies chroniques non transmissibles. Donc c'était très spécifique, puisque on pouvait même pas aller dans toutes les maladies. C'était vraiment juste des maladies chroniques non transmissibles, diabète, cancer, AVC, etc. Et à vrai dire, au début, on a commencé à faire, donc avec l'équipe de 5, on a commencé à faire on se retrouvait, on disait qui a des idées, on se donnait à chaque fois une semaine, on se retrouvait, on disait on est passé par des idées hyper farfelues, notamment de créer des perruques pour des personnes dans les bidonvilles. Enfin vraiment, on est passé partout. Et puis, mais ce qui est resté, c'est qu'on avait envie de se mettre le plus en haut de la chaîne de création de valeur. Et pour nous, c'était, on n'avait pas le droit de faire la prévention, donc c'était la détection. Donc on essayait de trouver des choses autour de la détection. Et en fait, un jour en cours, en finance, j'écoutais pas du tout. Et il se trouvait que j'étais encore sur Google et j'ai dû taper un truc comme solution innovante, cancer, je sais pas quoi, enfin, dans ce genre d'idées. Et puis je tombe sur des articles de presse, dont un article de presse qui parlait des chiens qui détectaient le cancer. Donc je lis et puis je vois un petit astérix, ceci peut être fait par des abeilles. Top. Je prends mon ordi, je le passe à la fille derrière moi, je dis tiens, hyper drôle, regarde, vas-y on fait ça et tout. Et elle me prend au sérieux, me dit bah ouais vas-y on fait ça, on n'a pas d'autre idée, on fait ça. Bon c'est parti comme ça, et c'est parti hyper loin. Et d'ailleurs c'est drôle parce que l'autre jour j'en parlais à quelqu'un qui me disait non mais tu te rends compte, t'es passé de tu t'ennuyais en cours à Bill Clinton qui a repris ton idée devant tout le monde. Et ce qui est important à signaler, je trouve aussi, c'est que votre petite équipe, donc vous êtes française, il y a un Américain, si je me souviens bien, l'attelage, il y a États-Unis, Allemagne, Chine et Nouvelle-Zélande, c'est ça? Ouais, c'est ça. De mémoire, pas mal. Ouais. Donc on était 5 nationalités différentes, 5 parcours différents, donc on était tous en développement durable à HEC, en Master Spé, donc on avait tous fait des parcours différents avant. Moi j'étais en droit, il y avait donc l'américaine qui était en études de cinéma, la néo-zélandaise en biologie, le chinois en finance et l'allemand qui était école de commerce. Donc on était un peu la panoplie de... Ça me donne juste envie de faire une pub pour un truc dans lequel j'ai absolument aucun intérêt, si ce n'est un intérêt d'admiration. Il y a un site qui s'appelle asknature.org ou je sais pas quoi, Ask Nature. Vous dites, je pense que peut-être tu aurais pu le trouver sur Ask Nature, je suis pas sûr, mais vous tapez une phrase du genre comment coller
un truc avec un autre truc. Et c'est une bibliographie incroyable qui vous ressort tout ce que la nature a comme solution pour répondre à votre besoin. Et c'est absolument passionnant, quoi. Et en fait, tout existe dans la nature et on peut demander, si vous voulez innover demain et vous n'avez pas d'idée, dites-vous, il faudrait que je trouve une solution pour faire ça. Vous avez des bonnes chances de trouver de la bibliographie sur Ask Nature. Merci. Une question, monsieur. Bonsoir, Romain, HEC Entrepreneur. Donc moi j'avais une question plutôt côté dev. On est pas mal d'HEC dans la salle et vous aviez, je crois, tous créé des boîtes sans coder vous-même. Donc c'est un peu en deux parties. La première, c'est comment est-ce que vous avez fait pour rencontrer des devs? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu, l'un d'entre vous, votre histoire? Et est-ce que c'était des cofondateurs? Est-ce que vous les avez pris un peu plus tard? Et deuxièmement, est-ce que de votre expérience, vous avez des conseils à nous donner à ce niveau-là? Excellente question, merci. Je profite comme Hamid pour poser une deuxième question. J'aimerais juste prolonger sa question sur Uber. J'ai vu que Uber, en gros, vous avez peut-être entendu parler de ça, il y a quelqu'un qui est rentré d'une soirée, il a payé $300 sa course et c'était normal parce qu'ils avaient adapté l'offre à la demande. Est-ce que vous comptez, est-ce que vous n'avez pas un peu peur de ça, quoi? Alors, pour ce genre de questions spécifiques, je vous propose de réserver ça pour les barcamps. Pour la première partie, vous ne m'en voudrez pas, hein, parce qu'on est un peu limité, mais vous irez vous retrouver. C'est vraiment le principe du barcamp. En revanche, sur la première partie de la question, je la trouve très très large et très intéressante. Ismaël. D'une part, il y a un truc qu'il faut avoir en tête et que vous n'avez pas forcément encore en tête si vous n'êtes pas sur le marché du travail, c'est que c'est extrêmement compliqué de trouver des devs pour monter une startup. Donc c'est une compétence très très précieuse si vous êtes dev et que vous avez envie de vous engager dans une startup. Vous avez un pouvoir très très important. Moi, je développais un petit peu, j'ai plus le temps de le faire, mais je pense que c'est pour une boîte pure techno, c'est très important que les fondateurs aient des connaissances informatiques et des connaissances de ce que c'est un système d'information, une base de données pour poser les premières briques. Ensuite, évidemment, c'est l'équipe de développement qui va s'en occuper, mais en tout état de cause, avoir un savoir-faire technologique pour monter une entreprise technologique, ça paraît un peu la base. Et nous, sur notre histoire perso, on a énormément ramé pour trouver un directeur technique qui tenait la route, à tel point qu'à un moment, on en a eu marre, on a pris un cabinet de chasseurs de tête, ça nous a coûté un bras, mais ils nous en ont trouvé un très très bien. Et depuis, on fonctionne que comme ça, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les bons devs n'étaient pas sur le marché, ils étaient déjà dans d'autres startups ou dans d'autres boîtes, et que la seule façon d'en trouver des bons, c'était de les débaucher ailleurs. On a une question de la part. Que je vous ai laissé patienter, c'est bien la preuve qu'on n'est pas aux ordres, hein, monsieur de chez Google. Bonjour, Martin Gorner de Google. Moi, je suis ingénieur, je voudrais savoir comment ça marche. Alors, les abeilles, justement. C'est les abeilles qui identifient certaines molécules dans la laine des gens. Donc, j'imagine que les gens rentrent dans une pièce, il y a des abeilles, et s'ils se font piquer partout, c'est qu'ils sont en bonne santé, c'est ça? Ouais, on a eu plein de... Comme ça, les gens, ils se demandent beaucoup. Ils ont pas mal d'idées sur comment ça peut marcher. Non, en fait, on n'a pas encore développé. On a un prototype, c'est un bocal qui ressemble un peu à un aquarium, pardon. Où, en fait, la personne... Il y a 3 abeilles qui sont dans ce bocal, dans ce qui ressemble un peu à une cartouche à encre. Donc, elles ont des petits harnais. Super mignon à voir. Donc on les met dans des petits harnais et donc elles peuvent pas bouger, mais elles ont quand même assez de place pour pouvoir qu'on puisse ensuite les relâcher. La personne va souffler en fait dans ce bocal et avec un réflexe à la Pavlov, donc on a dressé l'abeille à s'attendre à avoir une récompense quand elle sent une certaine odeur qui est en fait qui marque en fait une pathologie. Donc il y a selon les pathologies, il y a des odeurs spécifiques dans la laine des gens qui témoignent, qui vont dire bah voilà, telle personne a telle pathologie. Donc on les dresse à faire ça, on leur soumet l'odeur, on leur donne de l'eau sucrée et donc elles vont comprendre en moins de 10 minutes qu'en fait la prochaine fois qu'elles vont sentir cette odeur, on va leur donner de l'eau sucrée. C'est tout bête, hein, c'est comme avec un chien quand on le dresse, sauf que là ça prend 10 minutes. Et donc la prochaine fois, l'abeille en fait va tirer sa langue, on en apprend tous les jours, une abeille a une langue, elle va tirer sa langue dans l'attente d'avoir sa récompense. Et donc nous c'est ce qu'on observe. Et donc quand on voit que l'abeille tire la langue, quand elle sent la laine d'une personne, c'est que la personne a la pathologie. Voilà. D'autres questions? Le temps pour une dernière question, bravo. Oui monsieur, là-bas, au fond. Bonsoir à tous, je m'appelle Antoine Stolstener, promo HEC 2009. Donc moi en fait j'avais une question, c'était
En fait, vous avez des projets qui sont très intéressants, très ambitieux, mais pour nous autres esclaves du CDI, esclaves du salariat, qui envisageons de créer une entreprise, et je pense qu'on est beaucoup dans cette salle, dans cette situation, on peut avoir aussi des projets qui sont beaucoup plus modestes, en fait, à notre petit niveau. Et on peut aussi avoir d'autres problématiques, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour tester, pour tâter un peu le terrain sans quitter son job tout de suite. Et donc moi, je m'étais un petit peu renseigné sur la question, et je ne sais pas si vous aussi, vous aviez un peu réfléchi un peu à ça avant. C'est-à-dire, par exemple, une chose que j'ai lue qui est assez courante, c'est de, par exemple, créer un petit site où on propose, par exemple, aux personnes d'acheter notre produit, même si on ne l'a pas encore fait. Ou bien, par exemple, un site où on proposerait aux gens de se faire dépister avec des abeilles. Et puis, s'ils cliquent et qu'ils sont OK pour le faire, ils ont un message on est occupé, revenez plus tard. Et le créateur reçoit un email comme quoi il y a quelqu'un qui est intéressé par votre idée. Donc en fait des petites tactiques comme ça pour essayer de tester une idée sans tout de suite quitter son job, hypothéquer sa maison, etc. Donc est-ce que vous... voilà, première question. Et puis deuxième question... Et déjà, on va essayer de répondre à celle-ci. Merci, monsieur, parce que le temps passe déjà. Okay. Et il y aura le barcamp, encore une fois. Est-ce que quelqu'un veut réagir sur la stratégie de communication, en fait, comment est-ce que vous faites pour faire connaître votre projet? Voilà, ça aussi, ça m'intéressait. Voilà. Ok, merci. Bravo, vous avez réussi à caser vos deux questions. Fortiche, le mec. Alors, qui est-ce qui veut réagir surtout à la première? Oui. Donc c'est vrai que ce n'est pas évident de décider tout de suite de se lancer à plein temps dans un projet. La première démarche qui nous paraissait, en tout cas nous, évidente, c'était d'en parler à un maximum de personnes qui sont soit dans l'entrepreneuriat social ou qui agissent dans la santé. Donc par le biais de l'incubateur ou des compétitions de business plan. Et au fil des mois, plus on a d'engouement autour de notre projet, plus on a des personnes des investisseurs par exemple, ou des médecins qui nous disent que oui, le projet a du sens et qu'il faut aller au bout de ce projet. On a défini en fait des milestones, des étapes. Et à chaque fois qu'on passe cette étape-là, on se dit on va continuer. Par exemple, nous, la première étape, c'était d'aller en finale de la compétition. La deuxième étape, c'était de se faire incuber. La troisième étape, c'était de pouvoir faire cette immersion de 3 mois en Inde. Et puis la quatrième, c'était d'avoir des contacts suffisamment soutenus avec des investisseurs pour pouvoir continuer. Donc voilà, ça s'est fait progressivement. Quelqu'un veut répondre sur la stratégie de com? C'est quand même une question importante, vous avez raison de la poser. Après, on va avancer. Voilà. J'aimerais juste rebondir sur ça. Effectivement, c'est un des problèmes que beaucoup de personnes qui ont des idées peuvent avoir. Ils ne veulent pas parler de leur idée et c'est clé d'en parler un maximum autour de soi. C'est une bonne idée, il y a 10 personnes dans la même rue qui l'ont et c'est l'exécution qui compte. Et donc parlez-en. Je sais qu'au début, nous, on était très flippés à l'idée d'en parler. Et puis on s'est lancé et on rencontre énormément de personnes. Moi je crois beaucoup ce que Jacques appelle la serendipity, c'est en parlant qu'on crée de l'émulation autour de soi. Moi j'ai rencontré mon équipe de dev en parlant à des meet-ups de développeurs. Quand j'écoutais pas dans l'incubateur HEC, c'était pas en finance, mais j'ai rencontré mon directeur technique comme ça. La deuxième chose, c'est qu'on a quand même si on est dans une société en France qui est assez compliquée administrativement. On a la chance d'avoir un système d'assurance chômage qui nous permet de prendre des risques. Et ça, c'est un avantage comparatif énorme qu'on a par rapport à énormément de pays dans le monde. Et donc, il faut en profiter parce que quand vous êtes entrepreneur et que vous allez embaucher des gens, vous allez payer ces charges. Et que autant en profiter pour faire quelque chose de bien plutôt que pour regarder la télé. Ismaël, un dernier mot, puis après on passera à la suite. Oui, peut-être sur la stratégie de communication pour répondre à la seconde question. Sur Internet, c'est extrêmement compliqué d'émerger puisqu'il y a énormément d'initiatives. Nous, l'expérience qu'on en a eue, c'est qu'on a ramé pendant à peu près 2 ans et demi où la courbe était complètement flat. Et puis, on n'a pas lâché le morceau. On a ce qu'on appelle itéré, c'est-à-dire qu'on a fait la version 1, la version 2, la version 3, la version 4. Et puis, il se trouve qu'à un moment, sur la version je ne sais plus combien, la courbe a commencé à monter un peu toute seule. Et à partir de là, ça a été très vite. On est passé
en l'espace de un peu plus d'un an, de 20 à aujourd'hui 4000 associations. Et si on regarde la courbe, là, on est passé nous de 2400 à 4000 dans les 4 derniers mois. Et donc mon conseil, ça serait juste de ne pas lâcher le morceau, parce que la force d'Internet, c'est que quand vous arrivez à concevoir un produit viral, ensuite vous n'avez plus besoin de mettre des budgets com, notamment quand c'est des projets à impact social, parce que les internautes sont beaucoup plus motivés pour partager ce genre d'initiative. Merci beaucoup Ismaël, merci beaucoup à tous et à toutes. Yolène, Kadi, Quentin, Bertrand, Alexis. Je vous invite à regagner la salle et on va... Alors vraiment, pour tous ceux qui avaient des questions, et je sais qu'il y en a plein, le Barcamp qui va vous être présenté tout à l'heure, c'est vraiment fait pour ça, donc n'hésitez pas. J'appelle à me rejoindre maintenant Alexis Mouchine-Pouchkine. Mouchine-Pouchkine, c'est difficile à dire, hein, de Google. Vous allez nous parler, pardonnez-moi, Android Wear, TV, Auto and more. Je vous laisse, voilà, c'est tout ce que je sais sur votre intervention. Je vous laisse prendre la parole. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir à tous. Je m'appelle Alexis et je travaille chez Google, où je suis esclave du salariat chez Google, pour reprendre un terme qui m'a bien plu. J'ai toujours rêvé de terminer ma présentation, non pas de la délivrer, mais de l'écrire sur scène. Donc je vais essayer d'assouvir ce fantasme devant vous. Et je suis là effectivement pour parler d'Android. D'Android où on construit des plateformes pour vos innovations. C'est ça qu'on essaye de faire. Et alors Android, c'est quelque chose qui a commencé il y a 6 ans maintenant. Et à l'époque, on avait un téléphone qui ressemblait à ça, avec plein de fonctionnalités très intéressantes. Et très vite, on est passé à quelque chose où on voulait satisfaire un maximum de gens. On avait une approche ouverte, on était là pour construire une plateforme, pas un produit particulièrement. Et on cherchait à, comme cette petite vidéo d'introduction vous le montre, avoir des téléphones petits, des grands, des tablettes, et aller bien au-delà très rapidement. On a des téléphones qui sont grands, qui sont peut-être un petit peu chers pour certains, mais qui sont vraiment très beaux, qui ont des écrans extraordinaires et qui ouvrent des possibilités par leurs nouvelles fonctionnalités. Dès le début, parce qu'on avait cet écosystème et qu'on parle d'une plateforme, on avait des outils. On partait du principe qu'on ne pouvait pas mettre à l'écran un endroit très précis, un bouton en disant ben voilà, c'est coordonnées X, Y. On a besoin de faire quelque chose de relatif, on a besoin de faire quelque chose et on est aidé par les outils depuis le début parce qu'on doit s'adapter à cet écosystème qui est extrêmement vaste et qui aujourd'hui s'étend de plus en plus. Qui s'étend, vous l'avez peut-être remarqué, à des montres connectées, à des tablettes, qui est un événement un petit peu moins récent, à des téléviseurs, j'y viendrai, ou une plateforme de télévision, et également aux voitures. Alors, est-ce que vous vous reconnaissez? Est-ce que vous avez jamais été dans une situation où, peut-être en famille, entre amis, vous vous retrouvez plongé dans votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur? Il y a un bug, clairement, là, avec ça. C'est pas possible. On mérite mieux. On doit pouvoir faire mieux. Alors, à notre petit niveau, là où on fait nos innovations, on crée nos plateformes pour soutenir vos innovations, eh bien, on s'est dit que avec des montres connectées en particulier, et avec une plateforme qui s'appelle Android Wear, on était capable de faire changer un petit peu ceci. Et plutôt que de sortir un téléphone parce qu'on a une notification, et
le temps de le sortir, de taper son code, de dire ah, tiens, j'ai un mail aussi, et si j'y répondais, il s'est passé 10 minutes, un quart d'heure, et la soirée qui commençait bien, eh bien, elle se traduit en celui qui va répondre au plus grand nombre de mails. Les montres connectées ont par contre pour objectif de vous fournir en temps voulu, au moment idéal, la petite interruption qui est nécessaire, seulement quand elle est nécessaire, et de retourner à vos occupations, et en particulier à vos amis, si c'est avec vos amis que vous êtes. Donc il y a véritablement de nouveaux usages qui ont besoin d'être créés. Il y a des obstacles. Quand je regarde ma montre, je m'ennuie, pour rester poli. Donc là, il y a vraiment un usage à inventer. Comme porter un téléphone à l'oreille dans la rue, c'était totalement ridicule il y a quelques années. Ça allait un petit peu moins. Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne sais pas. Mais nécessairement, avec ce nouveau périphérique, viennent de nouveaux usages et donc de nouvelles opportunités d'innovation. Alors, on est encore là aussi en train de construire une plateforme. Et vos montres, vous les aimez comme ceci. Vous les aimez peut-être rondes. Vous les aimez peut-être plus sportives avec un GPS. Vous les aimez peut-être plus classiques. Elles ont toutes en commun d'avoir cette plateforme qui fait qu'en tant que développeur, vous allez développer pour une plateforme et non pas pour un périphérique donné ou un produit donné. Les tablettes, comme celle que j'utilise aujourd'hui, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de passer d'un stade, une tablette qui nous permet de consommer de l'information, à une tablette qui permet d'en créer, avec des choses comme des claviers utilisables. Alors peut-être ma démonstration ne vous aura pas convaincu en tapant quelques mots, mais véritablement, il y a un enjeu auquel on essaie de répondre, encore une fois au niveau plateforme, et qui vous permettra peut-être, vous, d'innover au-dessus. La mobilité, c'est quelque chose que les gens prennent pour acquis. La consommer, c'est une chose. Créer en situation de mobilité, il y a un vrai enjeu là aussi à relever. La télévision, alors je ne sais pas qui a une télévision relativement récente, moins de quelques années. Elles sont toutes connectées. Qui aime utiliser les fonctionnalités de télévision intelligente, Internet connecté. A priori, assez peu de gens. C'est quelque chose qui est assez pénible à utiliser parce que ce sont des constructeurs qui sont partenaires par ailleurs, notamment de Google, qui se sont lancés, des constructeurs de téléviseurs qui sont lancés dans l'écriture de logiciels. Peut-être pas forcément leur métier, et l'expérience utilisateur reste à inventer. Complètement. C'est ce qu'on essaye de faire, nous, là aussi, avec quelque chose qui s'appelle Android TV. Et pour ceux qui, dans le Barcamp, seraient intéressés par ce genre de petits boîtiers, l'extension et l'intersection qu'on peut avoir entre la télévision et le jeu, eh bien, on pourra en parler bien volontiers tout à l'heure. Il y a quelque chose qui est commun à toutes ces différentes approches, à tous ces périphériques, c'est le système d'exploitation Android, dans sa version 5, qui date d'il y a maintenant quelques jours, que certains d'entre vous ont peut-être déjà reçu sur leur téléphone, et qui s'appelle Lollipop. Je ne vais pas rentrer dans la description et dans ses fonctionnalités, je voudrais juste insister sur un point, qui est que développer des applications où on va redimensionner l'interface graphique en fonction de l'espace qui nous est accordé au titre d'une tablette, d'un téléphone ou de téléphones de différentes tailles, c'est très important. Mais peut-être plus fondamentalement, c'est l'interaction avec l'utilisateur qu'il faut vraiment adresser. Et là aussi, on essaie de fournir une plateforme et un socle technique qui se traduit par quelque chose qu'on appelle le material design chez Google, qui permet de mettre en avant des bonnes pratiques d'utilisation et d'expérience utilisateur. Ce sont quelques animations subtiles qui sont élégantes, qui sont jolies, qui mettent en avant les parties de l'interface graphique qui sont susceptibles d'être utilisées par l'utilisateur. Des transitions, des couleurs sont autant de choses. On va essayer de faire des choses qui sont jolies par défaut, là où les développeurs ont historiquement, et j'en suis un, beaucoup de mal à faire des choses jolies par défaut. On a plutôt tendance à faire des choses qu'on considère nous élégantes parce que l'élégance est dans les détails d'implémentation. Les outils sont là, ils sont importants et ils évoluent sans cesse. Il y a un vrai challenge à être capable de développer des applications pour ces différents périphériques. Là aussi, Google essaye de faire sa part de chemin en fournissant des outils, en particulier quelque chose qui s'appelle Android Studio, pour développer, vous le voyez ici, à la fois de manière
presque classiques maintenant pour téléphone et pour tablette, mais également pour télé, que ce soit des applications de type média ou des jeux, pour tout ce qui est ce nouveau monde des montres connectées, et également pour les Google Glass, où là, on a des usages encore nouveaux, là aussi, à inventer. Enfin, le dernier point que je voudrais adresser, et avant de terminer sur un dernier usage que je n'ai pas vraiment adressé, une nouvelle plateforme, la distribution, c'est quelque chose de très important. On a ce qu'on appelle un Google Play Store qui vous permet de publier, vous, en tant que développeur, en tant que créateur, innovateur, le résultat de votre travail. C'est une plateforme qui est véritablement, quand elle est bien utilisée, très puissante. Elle vous permet de tester avec des fonctionnalités de type bêta, avec un groupe restreint d'utilisateurs, vos idées, comme si c'était en grandeur nature. C'est la vraie application qui est déployée à travers les mêmes mécanismes que vous utiliseriez si vous êtes en train de fournir votre application finale, mais encore une fois à échelle réduite. Enfin, c'est véritablement l'endroit où vous allez voir le succès se faire, vous allez le voir grandir, vous allez avoir des utilisateurs, vous allez avoir un contact privilégié avec ces utilisateurs, vous êtes capable de leur répondre, et c'est probablement en utilisant au mieux ces plateformes de distribution, celles de Google et d'autres, que vous arriverez à itérer, parce que c'est véritablement ça la clé, quelle que soit la qualité de la plateforme et de vos idées, c'est l'itération qui, à mon avis, vous amènera à quelque chose d'intéressant. Et vous amènera à rencontrer vos utilisateurs. Voilà, je voudrais terminer avec une dernière petite vidéo qui, celle-ci, vous montre un nouvel usage et une nouvelle plateforme. Vidéo, s'il vous plaît. Cars are integral to the way that people live their lives today. We use cars for taking our kids to school, we use our cars for commuting to work, but when we look at cars today, they're fundamentally disconnected vehicles. People don't want to check their phones at the door when they get behind the wheel. So we partnered with auto manufacturers and technology partners to figure out the best way to bring Android into the car. Today we're announcing Android Auto, which extends the Android platform into the car. Android Auto combines the best of both worlds. You get the connected apps and services on your smartphone with the physical controls that were optimized for driving in your car. We had to go back to the drawing board and really take an experience that was designed for a smartphone and break it down to its bare essentials. We focused it down to the features that the user really needs within the driving space. We've made Google Maps really easy to use for the car. We've got nice, easy to access touch targets and a simplified interface. The voice technology that we're using within the car is super conversational. Your hands are on the wheel, your eyes are on the road. Set a reminder to get gas on the way back to work. Pick up my dry cleaning. Remind me to get tickets on the way home. Google brings you just the right information at just the right time. So when you set reminders while you're driving, your phone will remind you later on, even if you're outside the car. Android developers will soon be able to create entirely new experiences for the car. We're really excited about this opportunity because for us, this is really very much at the beginning. And we're really going to go on a long journey with this. Voilà, simplement pour vous dire que j'espère que le travail qui est fait par Google pour fournir ces différentes plateformes saura trouver de l'innovation, et une innovation qui saura s'appuyer sur cette technologie qui évolue et qu'il va falloir suivre, et j'espère que vous saurez le faire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Alexis Moussine. Merci beaucoup, Alexis Mouchine-Pouskine. Je ne suis pas réussi à le dire encore une fois, hein. Non, j'y arriverai pas. On va passer maintenant au Barcamp. Puis on a vu que la Californie, c'était quand même sympa, hein. Il y a plein d'applications, il y a plein de choses, mais c'est beau aussi. Jean-Luc Roux, cofondateur de l'événement, avec donc Jacques Birol qui est monté tout à l'heure nous présenter Navi Radio, et puis Laurent Didier. Vous êtes au passage vice-président du groupe de communication MNC Saatchi, c'est ça? Absolument. Et puis, comme Jacques Birol avait aussi, j'ai pas cité son bouquin 52, rappelle-moi. 52 conseils pour entreprendre et innover d'après Balthazar Gracian aux éditions Diathéno, ça je m'en souviens. C'est ça, hein, Jacques?
Et Jean-Luc, c'est ça va marcher. Absolument. Business model, mode d'emploi. Merci. On passe au barcamp. On passe à la partie Comment ça va se passer participative de la soirée. Donc le barcamp, c'est quoi? C'est une auberge espagnole. On va être tous participants. Donc, les participants de la table ronde ce soir vont rester avec vous. Vous allez pouvoir passer d'un atelier à l'autre. Les ateliers, vous les repérez avec les paperboards. On a dans cette salle 5 ateliers. Vous allez retrouver Caddy ainsi que les abeilles sur votre droite. Un atelier sur la finance alternative. Et Marcel, ainsi que l'atelier Google qui sera à ma gauche. Ça, c'est dans l'auditorium. Dans la salle qui est juste à votre gauche, ici, ou plutôt à ma gauche, vous avez Hello Association et Pure Projet. Et vous aurez de l'autre côté, donc à votre gauche, 2 ateliers, la Do Attitude, avec Jacques et Philippe Mustard des Mines. Et juste au-dessus, vous avez la chance d'avoir 3 incubateurs ce soir, donc un atelier incubateur juste à l'entresol. Voilà, moi j'ai entendu plein de choses ce soir, notamment qu'il y avait plein de startups qui cherchaient des développeurs qui cherchaient des startups. Donc allez-y, profitez-en, c'est la partie où on va tous partager. Et après 1 heure de barcamp, nous pourrons passer également à la partie cocktail, à Jacques Moffessi. Voilà, bonne soirée. Merci. Merci beaucoup, merci à tous. Bon barcamp, bonne soirée.